Bonus Trax. Vous le savez peut-être, le monde de Warhammer 40 000 est rempli de pirates, de corsaires et autres boucaniers. Et ça tombe bien puisqu'à l'occasion de la sortie du tome 100 de One Piece, le label Bonus Trax, dont Land Rider fait fièrement partie, vous propose une semaine de podcast entièrement dédiée à nos amis les pirates. Bref, les rock traders et autres pirates de Warhammer 40 000, c'est tout de suite à bord du Land Rider. Et aujourd'hui à bord, j'ai mon compère de toujours, JB. Salut. Comment ça va mon cher JB ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis pas un gros fan de pirates en règle générale. C'est rarement des œuvres et des personnages qui me parlent plus que ça. Mais en préparant l'émission, en lisant ton programme et en bossant sur mes parties, je me suis dit qu'en fait les pirates à Warhammer 40 000, ils sont quand même très intéressants. Et c'est cool qu'on fasse cet épisode-là. Eh bien, je suis très content qu'on le fasse. Encore un gros big up à notre label Bonus Trax. Vous pouvez retrouver sur le compte de Bonus Trax, sur les réseaux sociaux, tous les gens qui participent à cette semaine spéciale. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et je pense que voilà, vous avez de quoi vous en mettre plein les oreilles, si j'ose dire. Oui, et puis vu qu'on approche quand même des fêtes de fin d'année, il y a peut-être des gens qui vont prendre le train ou avoir des longs trajets en voiture pour voyager aux quatre coins du monde, aux quatre coins de la France. Et quoi de mieux que des îles paradisiaques ou des planètes reculées pour rêver un petit peu d'aventure et de sortir de la grisaille du mois de décembre, mon cher JB. Exactement. Ou des fêtes et de tous ces oncles racistes chiants et de tout cet alcool et de toutes ces dindes et autres foie gras. Mais sinon, les oncles racistes, faut leur dire, faut pas juste les laisser parler et râler après sur Twitter. Engueulez-les dans la vraie vie. Oui, je pense que cela vous fera le plus grand bien, pardon. Oh oui. Ça cassera peut-être un peu l'ambiance à table, mais bon, en vrai... on reparlera de Warhammer, de la même manière que tu n'es pas fan de pirates, mais Warhammer t'amène à finalement te réconcilier avec ce concept. Peut-être qu'on peut réconcilier les oncles racistes et les neveux et les neveux progressistes. Oui, les neveux progressistes. Les nièces voilà. progressistes. Très bien. Avec Warhammer et en tout cas avec les rogue traders. Les rogue traders, est-ce qu'on va le prononcer à la française ou à l'anglaise dans ce podcast ? Je vous invite à l'écouter pour le savoir. Moi, je suis fatigué, donc je pense que je vais le dire avec un bel accent français. Vas-y, dis-le pour voir. Les rogue traders. Ah, parfait. Alors, une boîte. Est-ce que c'est juste une boîte ? Est-ce que tu connais les rogue traders, mon cher JB ? Est-ce que ça te parle ? Déjà, qu'est-ce que ça t'évoque ? Pour moi, le terme rogue trader, il évoque la première version en fait de Warhammer 40 000, donc ce qui était le jeu avant d'être ce qu'il est maintenant. Et pour moi, c'est plus un jeu, c'est plus un espèce de jeu de rôle avec un peu de narration, limite avec un MJ, plus qu'un wargame tel qu'on le connaît maintenant en fait. C'est complètement ça, on va un petit peu retracer ensemble l'histoire de ces fameux rogue traders et effectivement, comme le suggère JB, à l'origine c'est surtout le nom ou plutôt le surnom ou plutôt la tagline, enfin on ne comprend pas trop l'un des noms de la première édition de Warhammer 40 000 puisqu'elle s'appelle Warhammer 40 000 Rogue Trader. Et d'où ça vient cette histoire ? Eh bien, c'est que avant Warhammer 40 000, eh bien, il y a Warhammer tout court, créé par un certain Rick Presley et d'autres, Brian Ansell, Richard Halliwell. Vous connaissez l'histoire, ils ont créé Warhammer. Sir Halliwell ? Ah, peut-être pas. Ça sera pour le podcast sur la sorcière. Ça sera effectivement le podcast pour la semaine spéciale sorcière qui viendra peut-être l'année prochaine. C'est une bonne idée, tu fais bien de la dire à haute voix, comme ça, il y aura une preuve qu'on a eu cette idée à un moment ou un autre. Mais revenons à... Vous l'avez entendu ici en premier. C'est ça, exactement. Si tu pouvais le placer... Les pires teasings de l'histoire. C'est clair. Et surtout, on n'a toujours pas abordé le sujet de notre podcast, mais c'est pas bien grave, puisqu'on va effectivement retracer un petit peu ce qui s'est passé dans la tête de Rick Presley, qui a certes créé Warhammer Fantasy dans les années 80, en 83, si je ne dis pas de bêtises, mais depuis longtemps, aimerait bien quand même faire un petit jeu de SF. Et ce jeu de SF, il devait d'abord être plutôt porté sur les vaisseaux et les marchands. Et pendant longtemps, il va pitcher ça aux propriétaires de Games Workshop et autres cadres de la boîte Citadel Miniatures, qui à l'époque sont deux entités différentes. Et ils sont pas très chauds. À l'époque, on pense que la science-fiction vend bien moins que la fantasy, et on se dit quand même que le côté jeu de rôle, qui a justement encore beaucoup à Warhammer, et qu'on retrouvera quand même beaucoup à Warhammer 40 000 dans sa première édition, vend plus que le wargame. C'est plus simple de faire de l'argent avec. Donc il enterre un petit peu ce projet, ou en tout cas il essaye comme ça un petit peu de le placer de temps en temps, mais c'est pas un vrai projet, jusqu'au jour où
par inadvertance, par un coup du sort, par une intervention de l'empereur, je vous laisse choisir, se retrouve dans un compendium pour Warhammer Battle, une publicité qui dit « Bientôt Rogue Trader ». Et là, dans toutes les conventions de l'époque, où vous imaginez il y avait quand même moins de monde qu'aujourd'hui, eh bien les gens vont voir Games Workshop et ils disent « C'est quoi Rogue Trader ? Ça sort quand ? C'est quand ? À quelle heure ?» Je pense que ouais, c'est à quelle heure le trailer quoi. C'est ça. Je pense que ouais, t'as cet effet de... à l'époque, c'est quand même un tout petit milieu qui vit des conventions, qui vit des fanzines, qui vit de ce genre de choses. Et d'avoir une espèce d'annonce comme ça, un nouveau jeu SF... J'imagine qu'en plus, la SF, t'avais Star Trek et Star Wars à l'époque qui étaient peut-être qui avaient un peu l'hégémonie, je pense, là-dessus. Complètement. Et Ouais. j'imagine que c'est pour ça aussi qu'ils voulaient pas se lancer là-dedans, parce que t'avais des tels monstres en face que t'es là, tu fais bah ouais, enfin nous, si on lance une licence de SF, elle va se faire écraser en termes de marketing et en termes d'importance pour les gens, donc limite on va perdre de l'argent à lancer ce jeu-là. Mais via ce teaser malheureux, je pense que Ou ça heureux au final. ou heureux, voilà, ça a un peu égayé la curiosité des gens et vu que t'avais pas internet pour faire des rumeurs et des rumeurs Bien sûr. et Le rumor engine le rumor n'existait pas. n'existait pas. T'avais pas ce truc d'effet boule de neige que t'avais sur internet où t'as les infos tout de suite au final. Ouais. Je pense que les gens se sont un peu montés la tête entre eux en disant qu'est-ce que ça peut être. Et ça a Je créé sais pas s'il y avait l'anticipation. que du texte ou s'il y avait un visuel. Il y avait un visuel avec un vaisseau qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on D'accord, a mais il y avait un vaisseau aujourd'hui à spatial, Warhammer quoi. 40 000. Donc il y avait Exactement. quand même cette idée de SF. J'essaierai de vous partager ce visuel, mais effectivement, on savait que c'était de la SF, ce qui, je pense, a peut-être attiré les curieux, sachant qu'à l'époque, Citadel Miniatures, certes pas pour Warhammer, mais pour d'autres jeux, produisait des figurines de SF, et notamment les figurines adaptées des comics de 2000 AD, type Rogue Trooper, ou encore Judge Dredd, qui est quand même le plus connu ici en France. La patte graphique, elle se retransmet bien. 2000 AD, Warhammer 40 000, Ben, il y a vraiment quelque chose, quoi. effectivement, je pense qu'on pourrait en faire un podcast entier. D'ailleurs, j'ai déjà Il y a sûrement abordé des artistes en commun, j'imagine, à l'époque. Bah ouais, complètement. Et je pense qu'effectivement, ça vaudrait le coup d'enquêter. Mais il se trouve qu'effectivement, Games Workshop commence à être un petit peu agacé de ces questions à répétition sur Rogue Trader. Retourne voir Rick Presley et lui dit bon alors, c'était quoi ton histoire ? Si on te file un petit budget et qu'on essaye de voir ce que ça donne, est-ce que les gens nous laisseront tranquilles ? Comme ça bide, on n'en parle plus. Et le problème, c'est que Ça n'a pas bidé. Ça n'a pas bidé. Ça a même plutôt fonctionné, je pense qu'on peut le dire. Warhammer 40 000, ouais, petit truc pour Games Workshop. Mais alors, d'où vient ce nom du coup de Rogue Trader ? Mais il y a eu une petite tension en fait par rapport à cette publicité dont je vous parlais tout à l'heure, parce que ce que les gens attendaient, c'était Rogue Trader. Et ce que Games Workshop, ses cadres, les gens de Citadel Miniatures et même peut-être Rick Presley sont en train de construire, bah, c'est une version futuriste de Warhammer 40 000, dans laquelle on va retrouver un certain nombre de points communs d'ailleurs avec l'univers de fantasy. Donc du coup, il y a un problème, c'est que ça s'appelle Warhammer 40 000, mais ça s'appelle plus Rogue Trader. Donc on garde l'aspect Warhammer, mais on perd toute l'anticipation qu'il y a eu autour de la publicité. Et si on l'appelle que Rogue Trader, eh ben ça ressemble au fameux comics Rogue Trooper dont je parlais tout à l'heure. Donc Games Workshop a aussi les droits pour produire des figurines, donc ils sont contraints d'utiliser les deux titres pour la première édition du jeu. Et c'est pour ça, mon cher JB et mes chers auditeurs et auditrices, que Warhammer 40 000 s'appelle Rogue Trader pour sa première édition. D'accord, donc pour que les gens ne confondent pas Rogue Trader avec Rogue Trooper ou Warhammer avec Warhammer 40 000, ils ont mis les deux noms en même temps, comme ça, démerdez-vous. Comme ça, démerdez-vous et vous avez toutes les infos dans le titre, sachant que le titre est un petit peu, sans doute, un clin d'œil à un jeu qu'avait développé Rick Presley bien avant Warhammer, qui s'appelle Combat 3000, donc Combat 3000. Et du coup, je crois qu'il dit dans une interview, j'ai juste rajouté plus de 0 parce que je trouvais que ça faisait encore plus loin dans le futur. Et il y avait vraiment un côté presque troll / provocateur dans ce titre. Mais la légende est née. Nous voilà donc dans l'univers de Warhammer 40 000, qui à l'époque ressemble grosso merdo à l'univers de Dune avec 2-3 subtilités, mais c'est quasiment la même chose. Ouais, c'est quand même très très proche, même d'un peu dans l'esthétisme, tu retrouves... Les Space Marines ressemblent truc. beaucoup aux Sardaukar, Ouais. qui sont la Légion de l'Empereur. Il y a énormément de monstres et de factions extraterrestres qui sont en fait tirés de la fantasy. Donc là, c'est plus tellement Dune, mais c'est Donjons et Dragons et Warhammer et tous les autres univers de fantasy dont il faut capter un petit peu l'essence. L'idée étant de vendre en fait des elfes, par exemple, et d'ensuite, à l'origine, de vendre des petits blisters en plastique pour leur ajouter des fusils laser, mais de vendre les mêmes figurines. Donc il y a tout intérêt pour la première version de Warhammer 40 000 à être une espèce de drôle de mélange entre... Parce que ça ressemble beaucoup à Warhammer Fantasy Battle, Complètement. appelé comme ça,
et que ça soit juste limite une upgrade. Exactement. Un truc à part. Et c'est pour ça que les orques resteront très présents. On l'expliquera peut-être un jour où on fera un podcast orc avec un K, ceux de Warhammer 40 000. C'est parce que Richard Halliwell est très fan des orques et que par ailleurs, il est persuadé, même si ça se fera un petit peu par la suite, pas tellement au lancement, qu'il faut qu'il y ait un maximum d'orques pour que Warhammer 40 000 fonctionne, parce que lui n'a pas du tout confiance en cet univers, en tout cas l'aspect science-fiction de cet univers, qui à l'origine est justement ce qui intéresse notre ami Rick Presley. Et dans cet univers de science-fiction, il y a ceux qu'on appelle les rock traders, parce que c'est pas juste un titre pour faire joli, ce sont aussi des gens. Au début, c'est quand même, de mes souvenirs, c'est un peu flou, parce que il y a des liens avec l'Imperium, mais qui ont été un peu renforcés dans le lore plus tard. Mais au début, c'est vraiment plus des espèces de contrebandiers, mercenaires, un peu marchands, mais quand même un peu voyous. On n'est pas vraiment sur la figure du pirate. En tout cas, au début, on est plus sur la figure du contrebandier, j'ai l'impression. Bah, ça convoque énormément de choses. Effectivement, un petit peu quand même la piraterie, parce qu'on a une première illustration d'un certain Myron Jubalgon. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais très clairement, il a une dégaine de pirate. Et ce monsieur est un rogue trader. Et on nous explique que les rogue traders sont un peu tirés des rangs de l'acquisition considérée comme une entité un petit peu maléfique, dépravée, etc. Ou même des légions de Space Marine. Donc au départ, les rogue traders, ça peut être un peu n'importe qui. Monde, quoi. Et décidément, des pirates, d'après, en tout cas, l'illustration. L'illustration, il a une espèce de grande gabardine, un peu un manteau long. Il a un pistolet, on dirait un peu un mousquet. Donc il y a vraiment cette espèce de mélange, un esthétisme assez futuriste, parce que derrière lui, il y a ce qui pourrait s'apparenter, on va dire, à un personnage du Mechanicus maintenant. Ouais, complètement. Alors que lui, il est là avec, pareil, ses flingues en bois, son épée. Il y a déjà ce mélange, technologie rétro-futuriste qu'on retrouve encore maintenant dans une faction comme le Mechanicus, par exemple. Ouais, totalement. Et je pense que c'est ça qui va un petit peu définir la personnalité, la figure du rogue trader, qui effectivement au départ est un peu une sorte d'agent spécial de l'Imperium, donc de l'Empire humain au sein de cette galaxie, qui a le droit de faire un petit peu ce qu'il veut, tant que, en gros, il ramène les mondes qu'il découvre dans le giron de l'Imperium. C'est plus ou moins ce qui va rester au fil des années et des éditions. Comme toujours à Warhammer 40 000, on va ajouter énormément de couches et de surcouches qui vont nous expliquer un petit peu comment on en est arrivé à avoir besoin d'explorateurs, de conquistadors, de pirates / de corsaires pour aider l'Imperium. Ouais, j'ai l'impression qu'avec les différentes versions, et même s'il n'y a pas eu grand-chose, c'est pas une partie du lore qui a été très développée, mais il y a eu pas mal de petites infos au fur et à mesure des années. J'ai l'impression qu'ils les ont surtout institutionnalisés, en fait. Qu'ils leur ont un peu donné un cadre, d'où ils viennent, pourquoi ils ont ça. Ils ont cette espèce de mandat impérial maintenant qui leur permet de faire ce que les autres membres de l'Imperium ne peuvent pas faire, c'est-à-dire un truc tout bête comme par exemple parler avec un Xénos. C'est ça. Effectivement, ils ont pas devoir tirer à vue. Parfois, ils le font quand même, mais effectivement, ils détiennent ce fameux Warrant of Trade. Donc là, on retrouve un peu le côté corsaire, qui a un papier du roi ou de l'Empire qui le défend et qui a quelque part tout pouvoir pour couler les navires ennemis ou les navires pirates en fonction des besoins du fameux Empire. Et en même temps, comme tu le disais, ils les institutionnalisent. Ce mot n'est pas très facile à prononcer, mais l'idée c'est qu'effectivement on va expliquer d'où vient un peu leur pouvoir. Et en l'occurrence, on nous explique que les rogue traders, au fur et à mesure des éditions, viennent de l'Adeptus Terra, qui est en gros la bureaucratie de l'Imperium pour caricaturer, et plusieurs de ces familles très influentes de l'Adeptus Terra, qui sont des familles un petit peu nobles, et là on retrouve le côté d'une, parfois se disent pour soit récupérer encore plus de pouvoir, ou soit un petit peu racheter des fautes, etc., vont envoyer certains de leurs héritiers devenir des rogue traders. Donc ils disposent du pouvoir impérial et vont l'utiliser à leur manière, soit pour enrichir leur famille, soit pour s'enrichir personnellement, ou soit tout simplement pour être un peu des aventuriers. Et là, on reconnaît peut-être le côté très libre des pirates qui ont ce besoin, tu vois, de liberté. Ouais. Et j'ai une
petite question sur ça. Est-ce que il y a pas, alors j'imagine qu'il y a eu plusieurs cas et que c'est un peu différent, mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu, vu que c'est des familles nobles dans la noblesse de Terra, donc c'est des trucs très codifiés, est-ce que c'est pas un peu genre les moutons noirs de la famille qui viennent des rock traders, ou est-ce que c'est un truc un peu glorieux en fait? Bah, c'est ça qui peut être intéressant et qu'on voit un petit peu au fur et à mesure des éditions, parce que tu l'as dit, ça n'a pas été très développé, en tout cas pas directement dans Warhammer 40 000, le jeu de figurines, mais beaucoup dans le jeu de rôle. On reparlera un petit peu de cette facette jeu de rôle juste après, mais pour répondre à ta question plus précisément, très clairement, on a des rock traders qui sont l'héritier de familles plus ou moins puissantes, et du coup, eh ben, on va leur confier ce mandat. Très clairement, on peut imaginer que certains pourraient vouloir se débarrasser, je sais pas, du cadet de la famille pendant que l'aîné est super brillant, en se disant, de toute façon, le principe d'un road trader, c'est qu'il est envoyé certes avec un mandat, certes avec un pouvoir quasi infini sur les sujets de l'Imperium, mais il a quand même de fortes chances de crever. Parce qu'il va à l'autre bout. En fait, son principe, c'est qu'il va à l'autre bout de l'Empire, au-delà des frontières, et il y est chargé, soit de faire... Même s'il meurt pas, il reviendra pas en fait. Oui, il y a peu de chances qu'il revienne, et donc effectivement, je pense qu'on peut imaginer tout un tas de choses. Je connais pas spécialement le lore de plusieurs rogue traders comme ça de tête, mais je pense qu'il y a très clairement de tout, c'est-à-dire des familles qui ont monté leur renommée et leur richesse sur ce système, et donc qui vont envoyer, on va dire, leurs élus les plus talentueux, et à l'inverse, d'autres familles qui pourraient vouloir se débarrasser d'un mouton noir en l'envoyant à l'autre bout de l'Empire, et là, le corsaire se transforme peut-être plus en pirate dans ce cas présent. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il est expliqué par la suite, dans le lore, que le Warrant of Trade peut être aussi cédé de manière exceptionnelle à des individus qui ne font pas partie de l'Adeptus Terra ou des familles nobles. Alors généralement, en dehors des familles nobles, je pense que c'est un petit peu compliqué, mais typiquement, peut-être qu'on a envie de récompenser un gouverneur planétaire qui a superbement bien tenu aux confins de l'Imperium, et lui dire, bah tiens, voilà, un Warrant of Trade, tu vas pouvoir fonder une lignée. Et donc il y a pas mal d'individus qui quelque part rêvent de disposer de ce mandat et de ce papier, parce que c'est l'opportunité de se créer une richesse sur plusieurs générations, et à l'échelle de l'Imperium où on a 1 million de mondes et des milliards d'individus, avoir la possibilité de monter très vite dans l'ascenseur social, c'est particulièrement rare. Ouais, et puis comme on le disait tout à l'heure, ça te donne aussi une notion de libre arbitre et de liberté, qui est quand même quelque chose de très peu présent dans l'univers de Warhammer 40 000, et là où globalement c'est quand même très manichéen, c'est-à-dire que quand tu es dans l'Imperium, tu vas détester les Xenos, tu vas détester le chaos, et tu vas tirer à vue, et tu as des relations uniquement génocidaires en fait avec les autres peuples et les autres personnes que tu peux croiser dans la galaxie. Les rogue traders, c'est les seules personnes qui font un peu exception à ça. Ce qui n'est pas sans rappeler un petit peu les empires coloniaux de l'époque de l'âge d'or de la piraterie, où au final, du point de vue de l'Empire, l'autre, c'est un adversaire et il est génocidable, quoi, si j'ose dire. Je pense que si tu te places... alors, c'est quelque chose, nous, c'est une histoire qu'on n'apprend pas trop en France, mais je pense que ça résonne beaucoup avec tout l'Empire britannique et les conquêtes maritimes, notamment de l'Empire britannique, où, comme tu disais, les mecs qui partaient... à l'autre bout du monde, c'était littéralement ça, dans des bateaux, et leur but, c'était d'aller coloniser... le nouveau monde et les terres que l'Europe venait de découvrir. Donc, il y a ce truc-là de les gens, ils partent à l'aventure, on ne sait pas s'ils vont revenir, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais ils ont cette espèce de saut impérial, disant, non, nous, on représente l'Empire britannique. Donc là, c'est l'Imperium, mais c'est globalement la même chose. C'est globalement la même chose, et tu fais bien de le rappeler, puisque c'est peut-être l'élément, l'histoire, et en tout cas cette partie-là de l'histoire, qui influence le plus Rick Presley pour la création de Warhammer 40 000, même si depuis, on le répète pas trop, parce que forcément, il y a aussi des parallèles historiques qui parfois peuvent être un peu gênants politiquement, mais forcément, place l'Empire britannique dans le rôle d'un empire totalitaire, avec assez peu de recul sur ses moyens, tant que, on va dire, la loi est vaguement respectée, et les rogue traders ont toute confiance de la part de l'Imperium pour la faire respecter comme ils le souhaitent, à condition bien sûr qu'ils ne s'enrichissent pas trop sur le dos de l'Empire. C'est un petit peu la condition sine qua non pour garder le mandat. S'ils deviennent trop puissants, on parle même de la fondation d'empire dans l'Empire. Donc, mettons qu'un rogue trader découvre des planètes habitables, riches, et les ramène dans le giron de l'Imperium, mais
en devienne le chef par la force des choses, bah, il va être arrêté au bout d'un moment par l'Adeptus Terra et ceux qui vont apprendre tout le pouvoir qu'il a pu emmagasiner. Même chose, s'il collabore un peu trop avec les extraterrestres qu'on appelle sous le terme qu'on désigne sous le terme de Xenos dans l'univers de Warhammer 40 000, là aussi il peut lui arriver des problèmes. Et bien sûr, s'il conspire contre l'Imperium ou pour faire sécession avec l'Imperium, là il va lui arriver quelques bricoles, vous en doutez un peu. Une petite question, parce que c'est quelque chose qui était déjà très présent dans Fantasy Battle à l'époque, mais j'ai pas l'impression, en tout cas que sur la première version de Rogue Trader et tout ça, que le chaos ait une place si importante que ça. Le chaos viendra un petit peu plus tard. Après. Pour être honnête, et je fais beaucoup de recherches là-dessus en ce moment, pour un projet dont vous reparlera un jour sans doute, eh bien le chaos vient... Warhammer 40. C'est ça. Thibaut qui l'écrit. C'est moi, je bosse dessus, je suis à Donf. Là, il a casté Henri Cavill, c'est bon, j'allais Internet est content. J'allais faire la vanne, mais effectivement, le chaos, c'est un truc qui arrive quand même assez tôt dans les deux univers, mais qui est développé et transformé par la suite, parce que ça, c'est une demande, encore une fois, de, je crois, Brian Ansel, du coup, qui est le patron de Citadel Miniatures et qui est un grand fan de Michael Moorcock. Et on l'a dit dans notre épisode 0 que les deux univers de Warhammer étaient très inspirés par la vision de Michael Moorcock du chaos. Mais le chaos chez Michael Moorcock, il y a un équilibre. Donc il y a aussi, on va dire, une force blanche qui nuance la force noire. Et Elric, par exemple, est le personnage qui est chargé de ramener l'équilibre. Je schématise. À Warhammer 40 000, ils ont l'équilibre de la force. C'est un autre podcast. C'est ça, c'est un autre podcast. Mais effectivement, à Warhammer 40 000, il n'y a que la partie noire, en fait, si tu veux. Le chaos, il est là, mais il n'est pas nuancé par une force magique du bien, en fait. On peut suggérer que c'est l'empereur, mais l'empereur est assis sur un empire qui est autocratique, qui n'est plus gouverné ni par la raison, ni par la science, ni par quoi que ce soit de positif. C'est juste un régime tentaculaire et complètement dingue, dans lequel les Rogue Traders, vous l'aurez compris, ont toutes les chances de prospérer ou de mourir. Un peu comme tout le monde, en fait, en marge de cet empire. Et d'ailleurs, dans le canon de Warhammer 40 000, 10 000 ans avant, il y a la Grande Croisade, puis les Résidorus, dont on vous a déjà parlé. Et à l'origine, les Rogue Traders, ceux de cette époque sont nommés d'ailleurs Rogue Traders Militant, sont chargés d'accompagner la Grande Croisade et effectivement de gérer tout ce qui est administratif, exploration, on va dans cette direction, on a trouvé une île / une planète en fait plutôt dans cet univers et on la ramène sous le giron de l'Imperium parce que tout n'a pas besoin d'être soumis par la force des légions Space Marine. Et par la suite, avec Warhammer 40 000 et 10 000 ans de transformation d'Imperium qui devient le régime horrible qu'on connaît aujourd'hui, eh bien effectivement, il devient un petit peu ce titre très bizarre d'une puissance assez incommensurable parce que on nous explique quand même dans le lore que les Rogue Traders ont même le droit de recruter des Space Marines pour leur cause. Ouais, ils ont le droit d'avoir des flottes aussi de vaisseaux. Complètement. Mais c'est des gens qui sont quand même si on a cette image un peu espèce de similé Han Solo de l'univers 40 000, en fait non, c'est presque des seigneurs de guerre en fait. Ouais, totalement. En tout cas à 40 000 maintenant, tel que c'est vu avec Guilliman qui a relancé des croisades, qui les a rappelés, qui leur a redonné un petit peu d'importance. Et tu fais bien de rappeler ce truc-là parce que c'est un peu la dernière apparition notable des Rogue Traders dans le canon actuel en fait de Warhammer 40 000 où effectivement Guilliman est revenu et en tant que régent de l'Imperium a dit on a de nouveau besoin des Rogue Traders, pas en tant que force pour de temps en temps régler des conflits, lever une armée, explorer un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Non, il faut une unité. Et il en faut d'autant plus que la galaxie a été fendue en deux par cette fameuse faille, la Cicatrix Maledictum, dont on vous a déjà longuement parlé. Et effectivement, lui, il n'a pas besoin que de guerriers. Et c'est ça qui est intéressant aussi que les Rogue Traders, c'est qu'ils convoquent une mythologie plus civile, plus bureaucratique en fait un petit peu de l'Imperium qui a besoin effectivement d'envoyer des vaisseaux et dire vous êtes toujours dans l'Imperium ou pas, et les mecs vont dire en fait là il y a une faille qui a un peu coupé la galaxie en deux mais nous on est pro-Imperium, il pleut des démons chez nous, venez nous aider ouais c'est clair, venez nous aider. Donc les mecs vont lister, vont potentiellement lever des armées etc. Il y a aussi effectivement le côté cédeur de guerre, mais ce qui est intéressant c'est que les Rogue Traders, je vous l'ai dit, ce sont plutôt des gens des familles nobles. Et les familles qui cultivent le fait d'être Rogue Trader, pour répondre encore une fois à la question que tu posais tout à l'heure mais ça m'avait échappé, parfois savent que leurs aînés ou plusieurs de leurs enfants vont devenir des Rogue Traders à leur tour, et donc ils les envoient faire une première carrière. Donc tu as notamment certains qui deviennent des généraux de la garde impériale avant d'être des Rogue Traders.
fallait qu'il place le mot garde impérial. Exactement, il fallait. Il y en a qui vont suivre, je sais pas, les enseignements d'un autre adeptus, servir la bureaucratie impériale, peut-être même l'église impériale, on peut imaginer que c'est arrivé une fois. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils combinent un petit peu, ils sont vraiment, de la même manière que les Rogue Traders sont envoyés à la frontière de l'Empire, eux, ils sont eux-mêmes à la frontière de toutes les grandes institutions qui composent l'Imperium, et donc ce sont des personnages extrêmement gris, et c'est là où je voulais en venir quand on parlait de JDR tout à l'heure, c'est que c'est le JDR, et notamment des JDR qui s'appellent littéralement Rogue Trader, qui nous expliquent, et qui ne sont pas la première édition de Warhammer 40 000, mais bien des JDR, même si celle-ci flirtait avec le genre. Eh bien, on nous explique souvent que notre personnage est soit un Rogue Trader, soit est rattaché à un Rogue Trader qui est, on va dire, en pleine campagne. C'est pas forcément une campagne militaire, mais il y a l'idée de arbitrer une dispute, ramener un monde, gérer le commerce dans cette partie de l'Imperium s'il a été mis à mal par, je sais pas, des tempêtes warp ou des choses comme ça. Il y a des trucs un peu moins épiques, on va dire, que du combat pur. Et je trouve que c'est intéressant. Et ça va un petit peu dans le même sens que ce qu'on a vu par exemple à Star Wars dans les années 90. Les jeux de rôle ont pas mal développé la figure du Jedi gris, tu vois, qui est un Jedi mais pas tout à fait un Jedi, ou alors des Mandaloriens qui sont potentiellement des chasseurs de primes au service de l'Empire, mais pas tout à fait des impériaux purs et durs. Et je pense que les Rogue Traders s'inscrivent un peu dans cette lignée de personnages neutral. Ils viennent apporter de la nuance en fait, parce que voilà, quand on joue à Warhammer 40 000, on joue avec des armées qui s'affrontent et c'est un champ de bataille, c'est un combat. Il n'y a pas de place pour de la négociation, il n'y a pas de place pour ce genre de choses, parce que c'est un wargame vraiment de bataille et d'affrontement. Mais sur un univers aussi riche et aussi développé que l'univers de Warhammer 40 000, il y a forcément ces zones de gris, ces zones de négociation, de discussion, et ça, tu peux pas les retranscrire sur la table de jeu telle quelle. Donc il te faut d'autres systèmes, il te faut d'autres choses, et c'est là où effectivement le JDR, en termes d'outils narratifs, se place vachement bien là-dedans, quoi. Ouais, et ça explique pourquoi la figure du Rogue Trader a été pas mal développée dans ces jeux-là, et où on a vu effectivement ce personnage, ou ces personnages plutôt penchés vers le pirate, avec une personnalité souvent excentrique, un vaisseau, un équipage bien identifié, où chacun a un rôle, une espèce de suite. Et là, on est complètement dans l'imagerie pirate, quoi. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça finit par faire date, puisqu'il y a même des romans où on a des personnages de Rogue Trader. Il y a même toute une saga de Andy Howard où effectivement il suit des Rogue Traders. Et je trouve que c'est cool, cette partie-là de l'univers. Et je trouve que limite, elle n'est pas assez développée, où en fait, elle pourrait donner des centaines, enfin, il me semble, donner des centaines d'histoires, de jeux vidéo, de romans ou de BD qui pourraient être assez marrantes à suivre, parce que à la fois, tu aurais ce recul sur l'Imperium qui permet de le critiquer, mais en même temps, t'es un rouage de l'Imperium, et il y a vraiment une tension là-dedans qui me semble super intéressante. Je crois que c'est Kieron Gillen qui a fini par écrire Marneus Calgar chez Marvel, qui disait moi, si un jour je dois écrire un comic sur Warhammer 40 000, ce serait un Rogue Trader, et en gros ce serait une parodie de Star Trek où ils découvrent un nouveau monde, et plutôt que de le ramener dans la Fédération et dire oula, on n'intervient pas, si ça leur plaît pas, exterminatus, on détruit la planète et on passe à la planète suivante. Tu vois, des explorateurs qui viennent juste détruire des trucs, et c'est vrai qu'il y aurait ce côté très con et absolu de Warhammer 40 000 de dire t'es avec moi ou contre moi, et le Rogue Trader est finalement jamais qu'un mec qui arbitre ça un peu à sa manière. Fort heureusement, c'est parfois quelqu'un d'assez nuancé, peut-être plus cultivé, peut-être un peu plus fantasque aussi, tu vois, il y a ce côté un peu noble, décadent, comme peuvent l'être les pirates, tu vois, de notre histoire. Dans quasiment toutes les illustrations, ils ont quand même, très souvent, ils sont avec des vêtements un peu flamboyants, ils ont des looks. Ils sont fringants, quoi. Ouais, ils sont fringués aussi, ouais, tu vois. Ils ont du style. Ils ont quasiment tous des méga moustaches et des trucs comme ça, quoi. Il y a un côté où il y a une excentricité en fait qu'on n'a pas dans le reste de l'univers. Qui est beaucoup plus austère, ou alors quand il est excentrique, c'est dans le côté absolu religieux, par exemple. Oui. Tu vois, tu sais que c'est excentrique par rapport à tout le monde, mais tu sais que eux ils le prennent au premier degré. D'ailleurs, si vous le prenez au premier degré, peut-être posez-vous des questions. Mais voilà. Peut-être vous êtes l'oncle. Peut-être vous êtes l'oncle, effectivement. Bref, il faut avoir un petit peu de recul avec ça, je suis content. sur Warhammer 40 000. Mais oui, mais parce que toutes nos digressions sont en fait du teasing, du foreshadowing, parce qu'on est extrêmement fort en build-up et on va
arrêtez d'utiliser des termes anglais parce que vos oreilles vont Pas saigner. du tout, moi je suis On va- complètement chaotique. Plutôt, Toi euh, peut-être, mais moi, on va plutôt bazar. vous parler d'autres pirates puisque JB vous l'a annoncé, il est chaotique. Et effectivement, bon bah cette figure du Rock Trader fait beaucoup penser aux pirates, mais est-ce qu'il n'y a pas plus proche? pour moi, elle fait plus penser aux corsaires, Ouais. vraiment. Donc, comme on disait, ceux qui sont. Qui Mais les corsaires travaillaient- étaient parfois d'anciens c'était des- pirates. C'était d'anciens pirates, mais il y a vraiment ce côté où on travaille pour une institution plus grande et ce genre de choses. Alors qu'il y a, on va dire, deux autres factions à Warhammer 40 000 où on a aussi des pirates, mais là qui sont plus proches du pirate un peu plus rebelle, qui va contester l'autorité. Donc il y en a chez les Eldar et chez les Orques. Ça va faire. Les deux se font un petit peu écho et elles vont vraiment convoquer des figures différentes chez les pirates. C'est-à-dire que chez les Orques, les freebooters, qui sont maintenant appelés les flibustiers, représentent toute une culture et tout un clan orc, mais qui en fait est composé d'orques qui ont été rejetés par leur propre clan. Mais pourquoi ils ont été rejetés? C'est C'est-à-dire super que- triste cette histoire. Bah, JB. non, mais il y a ce truc, en fait, ils s'intègrent pas, parce que tu sais, les clans orques, c'est très structuré, c'est-à-dire que quand tu es Plus dans t'es un gros, plus t'es. voilà, et quand tu es dans un clan Bad Moon, tu te comportes comme un Bad Moon, donc t'as beaucoup de dents, t'aimes les gros flingues. Si t'es chez les Blood Axe, tu vas être dans les tactiques et les trucs rusés, tout ça. Donc, J'ai beaucoup aimé cette phrase, pardon de les trucs t'arrêter. rusés, Tu es dans la tactique et les trucs rusés, tout ça. Je pense que si vous êtes dans la tactique, les trucs rusés, tout ça, vous allez beaucoup aimer notre épisode qui arrive après celui-là sur Kill Team. Mais revenons aux orques. voilà, donc t'as certains orques qui ont la malchance de ne pas naître potentiellement dans la bonne tribu. Oh, Et souvent, ces orques-là, c'est un peu des parias. ça me fend le cœur. Et ils décident un peu de quitter leur clan. Ils réussissent, parce que c'est là où les orques sont forts, ils réussissent à s'agglutiner entre parias et ils montent en fait des groupes de pirates et ils vont explorer la galaxie. Bon, ça reste des orques, hein, donc ce qu'ils veulent, c'est plus de dents, des gros flingues, et il y a cette espèce de truc un peu particulier de... Est-ce que tu penses que leur carte au trésor indique là où tu trouves des créatures qui ont des dents énormes? Bah, Ce serait pas une Peut-être, histoire parce trop qu'il cool? y a cette histoire un peu de tous les orques qui deviennent des flibustiers. Ils recherchent un peu la richesse aussi, et il y a cette espèce de truc qui est un peu dit. En général, c'est tous des orques qui aiment le bling. C'est-à-dire qu'ils aiment bien avoir des dorures, ils aiment bien, ils ont tous des boucles d'oreilles. Ils ils sont ont pas un des peu dans le placard, ces tatouages, orques, quelque part. Bah, il y a un peu une espèce de truc comme ça. Non, mais tu vois, Ouais. j'irai pas jusqu'au coming out, mais il y Ouais. a quand même cette espèce de truc de pas être à Pas l'aise être comme chez les soi, autres, ouais. et de partir à l'aventure avec une communauté que tu te crées toi-même. C'est trop cool. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé ces gars-là. Du coup, ils s'organisent en tant que flotte. En tant que flotte, ouais, ils arrivent à piller Trop cool. des vaisseaux, et du coup, il y a vraiment ce côté. Ça justifie aussi pourquoi est-ce que les figurines de Flash Gitz, parce que c'est ces figurines-là donc qui représentent le plus la culture freebooters ou flibustiers dans les figurines orques, sont aussi dépareillées en termes de couleurs et tout ça. C'est parce que c'est des orques qui viennent de clans différents. Donc ils ont tous des couleurs différentes. Il y en a qui vont mettre du rouge, il y en a qui vont mettre du jaune, du bleu, du vert. Voilà. Il y a vraiment une espèce de cohérence là-dedans. Il y a un personnage aussi flibustier qui est le capitaine Badrock, qui lui est pareil, une espèce de super pirate qui loue ses services à d'autres boss orques parce qu'il est très rusé et il a des très bonnes tactiques. Et, il a un super mec qui travaille avec lui, qui lui fabrique des canons de téléportation, et du coup il arrive à envoyer ses troupes au bon endroit. Et c'est vraiment cette espèce de figure de mercenaire qui est respectée au sein des clans orques. Très stylé, du coup. Ouais. Après, c'est dommage que la figue, elle date de la V6, elle est un petit peu datée. On en parlera un petit peu des figues juste après, mais effectivement, ouais, il faudrait faire un petit encart là-dessus. Et il y a un truc juste qui est assez marrant sur les freebooters, et là qui, pareil, est très ADN orc, c'est qu'ils ont pas mal de bionique et ce genre de choses. Parce qu'en fait, dans les clans où il y a des médecins, des painboys, ou des docs, comme on les appelle maintenant, les clans les gardent et les laissent pas partir. Donc en gros, les flibustiers, ils ont pas trop de médecins. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas trop se rafistoler, et ça justifie pourquoi ils ont des crochets de pirates et des jambes en bois, en fait. C'est une explication in-universe complètement dingue, mais auquel je n'avais jamais fait attention, mais maintenant que tu le dis, c'est tout à fait logique. Et c'est ça la beauté de Warhammer 40 000, de la même manière qu'on peut imaginer que les mecs ont des cartes au trésor qui indiquent la plus grosse dent de la galaxie, et c'est crédible dans cet univers. Voilà, enfin, c'est pour ça que vous devez nous écouter et vous enfoncer encore un peu plus loin avec nous dans le terrier du lapin. Mais avant ça,
est-ce qu'on parlerait pas un petit peu chaos? Parce que là, tu as parlé de tes orques. Après, je sais que tu vas parler de tes oreilles pointues qui sont chères aussi à ton cœur. Est-ce qu'on parlerait pas un peu Space Marine du chaos là? Bah, allez, vas-y, c'est ta partie. Allez, c'est ma Voilà. partie. Parce que toi, tu parles de pirates, moi, je parle de corsaires, visiblement, parce que je voulais vous parler des Red Corsairs, les Red Corsaires de Huron Sombrecoeur. Huron, je crois que c'est Blackheart en anglais, qui, du coup, est un perso qui commence à être assez âgé pour les joueurs Space Marine du chaos, mais qui, à l'origine, en fait, n'existait pas vraiment. C'était juste la faction Red Corsair, et elle a même commencé... je crois que c'était dans le livre de règles V3 ou peut-être dans un codex Space Marine du chaos. Il y a une photo d'un Red Corsair et en fait c'est un Black Templar. Donc vous imaginez un Space Marine des Black Templars, pieux, droit, zélé, qui a fait une croix rouge sur son insigne de chapitre et c'est un Red Corsair. Voilà l'origine des Red Corsair qui du coup à l'origine, ça fait 2 fois origine, ça fait 3 fois maintenant, sont Beaucoup d'origine. des Space Marines qui renient leur chapitre et potentiellement deviennent des chapitres renégats, enfin un chapitre renégat en tout cas. Pour moi, les Red Corsairs, c'est des renégats. Ils sont pas dans le chaos, entre guillemets. Ils vénèrent pas les puissances du chaos, tout ça. Bon, peut-être que c'est arrivé après. Ouais. Mais pour moi, au début, c'était vraiment juste des Space Marines qui faisaient sécession, No more. en fait. Space Marine No more. Ils barrent avec un crayon rouge leur truc et ils s'en vont. Et il y Ils avait... écrivent au Tipex sur leur trousse et tout ça, quoi. Exactement. Ils sont hyper émo. Et ils se regroupent là aussi ensemble en communauté de Space Marine déçus de l'Imperium et qui décident de, tout simplement de le piller, quoi, tout simplement. Après tout, ce sont eux qui ont bâti l'Imperium, ce sont eux qui le défendent et ils se disent, tiens, on n'a jamais On rien n'a pas de pour retour nous. sur investissement. Donc c'est un petit peu on fait que dommage. travailler. On n'a pas de jour férié. Donc ils disruptent l'Imperium. Ils se syndiquent. Ils se syndiquent en tant que Red Corsair. Par la suite, et notamment via les bouquins de Forge World, qui est la branche résine de Games Workshop, on va avoir pas mal de choses qui vont être écrites sur les Red Corsair. Et on va apprendre que la plupart, peut-être pour ne pas faire doublon avec la Black Legion, qui elle-même aussi récolte en fait parmi différents chapitres, renégats ou non à l'origine, mais bon, rassemble les gens sous une même bannière, et on va expliquer que les Red Corsair à l'origine c'était les Astral Claws, si je dis pas de bêtises, de Luft Huron, qui était en gros un gars qui gérait un petit empire de planètes, un peu comme les Ultramarines gèrent sur les 500 mondes, règnent sur les 500 mondes, pardon, et bien lui gérait ces petites planètes, et un jour il en a eu marre de payer la dîme que lui demandait l'Imperium, donc il y avait vraiment ce côté, je suis une espèce de rock trader, en tout cas une seigneur de guerre installé dans un coin de l'Imperium, et là j'en ai marre de payer la dîme, parce que c'est trop. Le truc dont on parlait un petit peu tout à l'heure, des colonies et de l'Empire Bon, britannique, on est c'est vraiment complètement dedans. la colonie qui fait sécession et qui déclare son indépendance, quoi. Sauf que là, la colonie est backée par un chapitre de Space C'est vrai. Marine, donc ça a posé un petit peu de problème. Et Est-ce que c'est pas les premiers Américains de Warhammer 40 000, les Red Corsair? Peut-être. Mais alors, qui sont les Lafayette dans cette histoire? C'est ça que j'ai envie de savoir. Mais peut-être il y a des indices dans ce qui va suivre, puisque Je suis en train d'imaginer une comédie musicale Hamilton Warhammer 40 000. Let's go, on est parti. Voilà. Très bien pour la fin d'année. Mais Manuel Miranda en Space Marine. Effectivement, les Astral Claws sont très appréciés de leurs confrères Space Marine, et plusieurs chapitres les voient vraiment comme des modèles en fait. Et ils vont les embarquer dans leur rébellion. Mais c'est assez marrant, c'est qu'en gros l'Imperium dit oula, les Astral Claws se sont rebellés, Huron, va falloir le calmer. Envoyez des chapitres Space Marine. Les chapitres Space Marine, ils vont. Huron, il les reçoit de frère à frère, il leur explique la situation, il fait t'as raison. C'est pas mal, frère, ouais, en fait, c'est toi. Jusqu'à ce que d'autres chapitres, dont les Carcharodons et d'autres chapitres peu subtils, lui tombent dessus et disent non, toi, on va pas négocier avec toi. Ça escalade en une espèce de mini Horus hérésie locale, et il a d'ailleurs un peu la même trajectoire qu'Horus, puisqu'il est obligé de se replier dans le Maelstrom, et du coup, c'est une faille dans l'espace réel qui mène vers l'espace irréel, le Warp. Donc c'est plus ou moins un mini œil de la terreur. À l'époque, les gars de chez Games Workshop se sont pas trop foulés, mais ce qui était marrant, c'est que c'était une actualisation de l'hérésie d'Horus à plus petite échelle, et qui montrait comment quelqu'un qui règne sur une partie de l'Empire, en tout cas, peut être très loyal, très serviable jusqu'à un certain point, et d'un coup il craque, sans avoir forcément la tentation du chaos, parce que lui, il l'a après en se repliant. Et il devient du coup ce fameux maître des Red Corsair, qui repeignent leur armure en rouge et en noir, qui leur donne du coup un look un peu plus stylé que l'insigne de chapitre barré. Et c'est une des factions
qui représente le mieux ce qu'on appelle aujourd'hui, d'un point de vue jeu, les chapitres renégats, c'est-à-dire ce ne sont pas les premières légions à avoir trahi, mais ce sont des individus Space Marine moins nombreux qui se détournent de l'Imperium et qui parfois sont plus intéressés par ce que représente Huron, plus proche d'eux, que par exemple à Abaddon qui a 10 000 ans de service et qui a une autre vision et qui défend une autre vision. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, effectivement, les Red Corsair sont des pirates. C'est-à-dire que leur idée, c'est de survivre en fait. Et ils ont leur petit coin, on apprend ça dans la trilogie Nightlord, très très bon roman de Aaron Dembski-Bowden. Et je crois que c'est dans le 2e épisode. Dans le premier, il y a Abaddon. Dans le 2e, il y a Huron. Et en fait, on voit un petit peu la différence de management, quoi, si j'ose dire. Et Huron vit au milieu, effectivement, du Warp, avec une espèce de station spatiale, si je dis pas de bêtises. Et il y a vraiment cette idée de Tortuga dans Pirates des Caraïbes, quoi. T'as une île aux mains des pirates, auxquels tous les renégats sont invités, quelque part. Mais sur place, t'as des jeux, des tensions politiques de malade, en fait. Donc t'as les mecs qui arrivent pour se ravitailler, mais potentiellement tu vas te faire voler ton vaisseau parce que t'as des Night Lords qui traînent et qui veulent en récupérer un. Et t'as plein de jeux pouvoir comme ça qui fonctionnent à donf, sachant que Huron, entre-temps, a pris un coup de fuseur dans la gueule et il est plus très très en forme, donc il laisse le chaos venir vers lui. C'est plus une machine qu'un homme, comme disait la célèbre réplique. Mais effectivement, ce que j'aime bien avec les Red Corsair, c'est qu'il y a effectivement ce truc de... C'est pas trop dans les codex, c'est surtout dans ce roman. Récemment, il y a Mike Brooks qui a écrit Ruse Brutal, qui va écrire le 2e bouquin consacré aux héros de Warhammer 40 000. Je pense qu'il aime beaucoup les pirates, parce que dans Ruse Brutal, il y a Badrock. Ok, bon voilà, merci JB pour ton expertise. Et donc il va écrire un bouquin sur Huron, qui est le 2e bouquin après Gazgul sur les persos célèbres de Warhammer 40 000. Et je pense qu'on verra un peu plus de ça, en tout cas j'espère, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir d'une certaine manière, tous les Space Marines du Chaos sont des pirates parce qu'ils sont obligés de piller pour survivre, mais les Red Corsair cultivent un peu cet art, et en fait on t'explique que par exemple les Night Lords, ils ont besoin des Red Corsair parce qu'ils n'ont pas de matos à jour, et surtout ils n'ont pas de flotte, alors que les Red Corsair, ils sont dans l'espace immatériel, ils encaissent, ils volent des vaisseaux, et après ils les louent au plus offrant, et il y a vraiment ce côté on se fait de la thune sur le dos d'un empire, et ça fait très pirate, quoi. Alors je sais pas exactement quelle est l'origine exacte des Red Corsair, mais je trouve que c'est vraiment, pour moi, ça a été justifié dans le lore et re-raconté comment des gens, je pense sur les tables de jeu, avaient des figurines de Space Marine loyalistes, mais voulaient les jouer comme des Space Marines du chaos, en fait. Je serais pas étonné que ce soit ça l'origine story du truc, parce que à Warhammer 40 000, comme tu dis, tout est... T'as dit un truc qui était très pertinent, je crois que c'était re-raconté ou un truc comme ça, c'est vraiment... Tu re-racontes un truc qui a déjà été raconté et tu le re-racontes et encore, et ça donne un background, un lore, un univers qui est en fait infini, et si tu le prends à différents points de son existence, il a le même sens mais pas vraiment la même forme, et c'est ça qui est très cool. Et on l'a vu avec les Rogue Traders, on le voit avec les Red Corsair, on le voit peut-être avec les Corsair Eldar. Les Corsair Eldar, c'est un peu pour moi l'inverse des pirates orques. C'est-à-dire que les Eldar, ils doivent choisir, ils ont des vies d'assets, ils doivent choisir des voies, et vraiment ils se font chier, quoi. Suivre une vie très précise et très cadrée, parce que sinon il y a les tentations du chaos et ils risquent de céder à Slaanesh et de voir leur âme aspirer. Et bien là, en fait, les Corsair Eldar, c'est grosso modo des Eldar qui refusent de suivre une voie et qui décident de partir tenter leur vie à l'aventure, quitte à risquer leur vie et risquer leur âme. Donc il n'y a pas ce truc de... C'est pas la société qui te rejette, mais c'est toi qui décides de rejeter la société. Il y a ce côté plus romantique du pirate. Ouais, c'est des figures un petit peu moins tragiques, j'ai l'impression. Et parce qu'ils décident eux-mêmes de quitter leur monde, mais ils ont quand même la possibilité d'y revenir, en fait. Parce que les Eldar, je pense qu'ils sont tellement en dèche que quand il y a quelqu'un qui revient, qui dit « En fait, je vais peut-être devenir un Striking Scorpion », il fait « Ouais, viens !» S'il n'est pas avec des collants Barésil et des pics sur la gueule, il a le droit de rentrer, quoi. Voilà. Il y a un videur, il y a un physio. T'as l'air fatigué ce soir. Ok. Voilà, donc il y a vraiment ce côté de... on refuse aussi la société qui était établie. Ça, c'est hyper cool, hein.
Et on part à l'aventure et on finit avec pas mal de vaisseaux aussi. Il y a la partie corsaire des Eldar, elle est très développée sur les véhicules et sur les vaisseaux, notamment via les gammes chez Forge World. De toute façon, les corsaires Eldar sont développés chez Forge World. Ils ont des espèces de petites ailettes, C'est des espèces de petites améliorations des armures. Et ça convoque, en fait, ils ont tout un lore et tous les noms de vaisseaux, c'est des noms d'insectes. C'est les wasp, c'est que des trucs comme ça. Et on est très sur un design insectoïde. Alors je soupçonne du coup Rick Presley d'avoir directement créé les corsaires Eldar parce que je crois avoir lu dans une interview qu'il était assez déçu de la tournure qu'ont pris les événements pour les vaisseaux mondes, et il disait qu'au final pour lui c'était ni plus ni moins que des elfes dans l'espace, et ce qu'il avait en tête c'était quelque chose de plus insectoïde. Ça peut-être que c'est une résurgence de ses idées originales. Je pense que clairement ça se ressent là. Oh là là, c'est beau, Land Rider, on découvre des trucs pendant les podcasts. On se parle et on découvre des trucs. Et il y a un personnage qui incarne un petit peu le pirate Eldar, donc le pirate elfe. Le prince Iriel. C'est le prince Iriel du monde Yanden, qui au départ était un peu destiné à la grandeur, quoi. Il était autarque, donc c'est quand même un rang de commandant très élevé dans la société Eldar. Balèze. Et suite à une attaque du chaos qu'il a réussi à repousser, mais de manière un peu arrogante, en laissant passer un vaisseau suicidaire pour le bloquer. Bref, il y a tout un truc de « Ah, je l'avais prévu ». Et en fait, ça s'est pas très bien vu par la société Eldar qui dit « Non, mais… » Les pertes, on les minimise, quoi. Ouais, non, c'est même pas forcément les pertes, on les minimise, mais… pourquoi en fait tu fais des manières nous, chez nous, c'est efficace, tu vois. Si on peut buter l'ennemi dès qu'on peut, on va pas lui faire croire qu'il a une chance de gagner. On va le tuer. Et du coup, il est chassé en fait de son monde. Donc lui, finalement, il a été rejeté par la société. Voilà, il part en exil et il va monter les Eldritch Riders. Donc, qui est un groupe d'Eldar pirates, de corsaires. C'est marrant parce qu'ils utilisent le terme corsaire pour les Eldar, alors que le terme corsaire, il correspondrait plus aux rogue traders. Ouais. Et donc, ils montent des corsaires et ils ont tous cette histoire de. Ils pillent des vaisseaux. Ils ont un petit peu un côté mercenaire aussi parce qu'ils vont travailler des fois pour les exodites, donc qui sont les Eldar qui, eux, sont revenus à un mode de vie un peu plus primitif. Ils sont aussi des fois employés par d'autres vaisseaux mondes Eldar. Je pense qu'ils pourraient même être employés par un rogue trader. Après tout, si les deux factions peuvent marchander leur prix, pourquoi pas. Ça fait partie des... En fait, souvent, tu regardes dans les romans ou dans les illustrations, ou toutes les choses où il y a des rogue traders, c'est plus avec des corsaires Eldar qu'avec des vrais vaisseaux mondes Eldar avec lesquels ils ont affaire, en fait. Parce que pareil, tout ce qu'on disait, les nuances de gris... Logique. Voilà, ce genre de choses. Et... fait assez marrant qui revient sur les figues, c'est dit que dans la flotte de Iriel, il y a des hôtes. Parce que c'est des créatures avec lesquelles il a l'habitude de travailler et qu'il apprécie. Et Les hôtes, pour ceux qui ne voient pas, c'est des espèces de gros lézards à quatre pattes dont une figurine sortie assez récemment pour le jeu de coop Blackstone Fortress. Voilà, si je dis c'est pas de ça. bêtises. Et c'est en fait une race extraterrestre qui est historiquement lié aux tyrannides, mais de très très loin. Je crois que ça l'est plus vraiment maintenant. Ouais, comme beaucoup de choses. Mais au début, c'était des espèces d'émissaires des tyrannides, en fait. Et c'est avec ça que les tyrannides discutaient avec les gens. C'est-à-dire qu'ils envoyaient des hôtes, et les hôtes venaient discuter. Attention, les tyrannides arrivent, vont vous bouffer. Et les gens disaient non. Et après, ils se faisaient bouffer. Mais au final, c'est super cool de se dire qu'on est parti de Rogue Trader, la première édition de Warhammer 40 000, et qu'en parlant des autres pirates, on retombe sur les premières éditions de Warhammer 40 000 où tu as des trucs improbables comme ça, type les tyrannides ont des envoyés, comment on appelle ça, des émissaires, voilà. Pardon, un peu improbables. Voilà. Et puis bon, le prince Iriel, il a toute une histoire où finalement, il revient sur sa planète pour la défendre contre les tyrannides. Grâce aux autres, peut-être. Oui, exactement. Il récupère à ce moment-là un artefact légendaire. C'est une espèce de lance qui, alors tu vois, là, est très Michael Moorcock dans l'esprit, parce que c'est une lance qui va absorber sa vie et absorber la vie de ses ennemis quand il va les tuer. Oui, donc c'est Elric, ouais. Voilà. Et puis bon, il a quand même un look quand même de pirate, parce qu'il a un eye patch. Il a l'eye patch. Il a un eye patch. C'est mon Eldar préféré, JB, je suis obligé de te le dire. Et tu me tentes avec tes histoires là, j'ai envie de... Et récemment, c'est un des rares personnages Eldar qui a un lore qui évolue un petit peu, parce qu'il a été raccroché à toute la storyline des Inari et d'Ivren, parce qu'en fait, suite à une autre attaque du chaos sur son monde, il est mort. Et ensuite, Ivren, donc il a une espèce de nouvelle prêtresse chez les Eldar qui amène une nouvelle religion
et donc un nouveau dieu de la mort qui permettrait à tous les Eldar une fois qu'ils sont tous morts en fait, de revenir à la vie et d'être libérés de l'emprise du chaos. Donc c'est quand même pareil, très Warhammer 40 000. Un culte quoi. de la mort Il faut une autre version. Il faut qu'on meure tous Ouais. pour pouvoir renaître. Et donc il est mort, il a été ramené à la vie via notamment sa super lance qui absorbe l'énergie vitale, qui l'en a rendu un petit peu. Plot armor. Voilà. Donc bon, il est un peu présent maintenant dans le lore. C'est marrant, par contre là tu mets le doigt sur un truc que j'aime pas trop avec le canon récent de Warhammer 40 000, c'est que j'ai l'impression que parfois ils doublent des choses. C'est-à-dire que tu vois, ils se disent Iriel avait été attaqué par le chaos, il va de nouveau être attaqué par le chaos et il va mourir. Ragnar avait affronté Ghazghkull, ils vont se réaffronter à nouveau. Et tu sais, t'es en mode genre, c'est un peu chiant pour justifier une nouvelle figue ou nouvelle partie du lore. Il faut convoquer le même truc en fait. Raconter une histoire qu'on a déjà plus ou moins eue. Parce que limite, fallait juste décaler la date et dire, comme ils le font souvent à Warhammer 40 000, ou en tout cas ils l'ont déjà fait, de dire non mais les archives de l'Imperium se sont trompées de date, c'est arrivé bien plus tard, et tu vois, en fait c'est le même événement. Là il y a quand même ce truc il part de sa planète, il revient, récupère l'arme et après il meurt. Mais c'est juste qu'à la place du chaos, ça aurait pu être autre chose, tu vois. Ouais, bon, effectivement. C'est pas très très grave et on s'en accommode volontiers, puisque encore une fois, il n'y a pas spécialement de canon Warhammer 40 000. Tout ce qu'on vous dit là, c'est un peu nos souvenirs, nos lectures, ce qu'on voit aussi sur Internet. Et c'est ça la beauté de cet univers. Ouais, et puis là, tu vois, avec les trois persos là, dont on vient de parler, on a quand même des figures de pirates qu'on peut un peu raccrocher aux pirates célèbres de la littérature ou du cinéma. C'est vraiment des espèces on va dire de libres penseurs, des gens qui veulent sortir de la société dans laquelle ils sont, mais en voulant construire quelque chose, quoi. C'est pas ils sont pas là pour tout brûler, pour tout détruire à chaque fois. Même les orques, tu vois. Ils créent un peu quelque chose. Ils créent leur petite flottille de pirates. Et du coup, du côté des figurines, puisqu'on parle de créer quelque chose, on pourrait bien sûr étendre notre discours aux Drukhari, les Eldar noirs, mais on a fait un épisode, je crois que c'est l'épisode 11, où on parle de cette faction, et où d'ailleurs on discute un petit peu de est-ce qu'ils sont vraiment si pirates que ça, est-ce qu'ils sont pas plus proches du viking, du raider. C'est ce qu'on se disait en préparant l'épisode, c'est qu'on a déjà quand même pas mal traité des Drukhari, donc on voulait les mettre de côté, mais surtout, j'ai pas l'impression qu'ils convoquent vraiment la figure du pirate, peut-être un peu l'esthétique avec juste en fait le design des vaisseaux. Ouais, bien sûr. Mais on est plus proche du viking en fait, où ils se débarquent quelque part, ils crament tout, ils prennent les ressources et ils s'en vont, quoi. Ouais. Il y a pas trop ce côté créer une société alternative, on va dire, et ou le rejet en tout cas d'une autre société. Voilà, et créer un lieu pour les parias en fait. Il n'y a pas trop cette chose-là dans la faction Drukhari, donc c'est pour ça qu'on l'a mise un petit peu de côté. Effectivement. Mais du coup, parlons hobby. On parle en tout cas la partie modélistique du hobby, comme dit Henri Cavill. Non, je ne sais plus ce qu'il dit, mais voilà. Je voulais qu'on revienne peut-être déjà sur ce que tu viens de nous évoquer, c'est-à-dire Badruk, c'est ça, les Flash Gits, les Corsair Eldar, Iriel. À quoi ils ressemblent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses des figues? On va peut-être se les mettre sur un écran d'ailleurs. Alors, si on prend Badruk, la figue est cool. Mais elle date de la V6, c'est une figurine en résine qui accuse un petit peu son temps, notamment quand tu vois par rapport aux dernières sorties Orc et aux nouveaux personnages. Ouais. Il a un peu un peu rigide. Ouais, ce côté un peu ramassé, un peu rigide. Et surtout, en fait, en taille, il n'est pas très très grand maintenant. C'est-à-dire que tu prends les nouveaux Warboss et les nouveaux personnages un peu plus récents, je pense qu'en termes de taille... ils lui mettent une douille. D'accord. C'est dommage parce que je trouve que c'est une fille qui a beaucoup de personnalité, mais elle est vraiment archi statique et elle paraît faite d'un bloc. La façon dont il tient ses armes je pense que nous fait oublier ses bras, si j'ose dire. Je pense que tout le corps et le bras sont... Je sais pas si elle était en métal avant ou si elle est sortie directement en résine. Non, je pense que si c'est la V6, elle est sortie directement en résine. Ouais. Je crois m'en souvenir. Mais en tout cas, je pense que tu as le corps et son bras droit qui sont en une pièce. Tu as peut-être une autre pièce pour son épée et sa main, et ensuite sa bannière et sa tête, quoi. Mais il y a des détails super. Pas beaucoup de morceaux. Il y a des détails super cool quand même, genre le coffre qui est rempli dedans pour le coup. Il est sur un coffre à trésor rempli dedans. Parce que l'or, les origines de Badruk, c'est que c'était un Bad Moon qui a été chassé de sa tribu parce qu'en fait il avait trop de dents. Ah ouais, il poussait encore plus vite que les autres. Encore plus vite que celles des autres, et du coup il était vu comme quelqu'un qui avait trop d'argent, trop de ressources, et du coup ils l'ont mis dehors parce que ça cassait l'équilibre du clan.
Ils aiment pas trop finalement les milliardaires, les orques. Non. Voilà. C'est des gens sensés. Il a aussi un pagne en forme de carte au trésor et un œil bionique qui lui a l'air de pouvoir se rabattre un petit peu comme s'il avait un faux cache-œil qui rabattait au-dessus de son. Il a un petit eye patch par-dessus son œil bionique. Bon, c'est un orc, hein, donc en Parce vrai, que pourquoi des pas. trucs stupides, autant en avoir. Il kiffe. Non mais franchement, la figue est cool. Est-ce que tu penses que ça mériterait peut-être une petite actualisation à un moment ou un autre? Oh bah, moi je suis toujours pour l'actualisation des figues orques, mais Est-ce que tu le ferais plus dynamique, peut-être sur un trône, ça pourrait être marrant, enfin tu sais, ou à une barre de navire, enfin je sais pas. un peu plus... bah, en tout cas, juste une pose un peu plus dynamique, une figurine peut-être un petit peu plus grande. Après, je trouve que en fait le design global de la figue est bien. La direction artistique est bien. Il faudrait juste une actualisation de la sculpture en fait. Donc c'est plus sur l'aspect technique, on va dire, de la figurine. Mais ils le font ça maintenant régulièrement. On voit souvent avec les nouveaux codex, maintenant ils sortent une figurine. Aujourd'hui, on a eu le reveal de la figurine To, tu vois. Par exemple, Darkstrider, alors on enregistre ce podcast. voilà, qui est vraiment en fait une réactualisation de la figue qui existait déjà. La pose est juste plus cool, mais en vrai, le design en lui-même n'a pas fondamentalement changé. Si c'est pas cassé, faut pas le changer, voilà, comme disent nos amis donc américains. faut juste le mettre au goût du jour, et je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir pas mal dans les prochaines années, parce que la résine à terme elle va disparaître, tout va passer en plastique, et les figurines et les petits persos comme ça qui restaient, qui commencent à accuser l'âge, ils vont être refaits au fur et à mesure. Donc pourquoi pas Badrock refait un jour, et puis peut-être poursuivre le côté mercenaire et flibustier des orques avec peut-être une autre troupe que les Flash Gitz, ou peut-être un véhicule en forme de bateau pirate, j'en sais rien. Ouais. Bah, en fait, je suis assez surpris. J'aime beaucoup les Alpagers / Bisnagas là, qui sont sortis tout récemment, mais je trouve ça étrange qu'ils aient pas pensé à développer, parce que du coup, au final, on sait qu'ils sont proches des Snakebite, l'un des clans orques, mais ils empiètent un petit peu sur ce côté. Pas paria, mais société dans la société, tu vois, tous les clans peuvent avoir des alpagers. J'ai l'impression que c'est un peu aussi ce qu'ils avaient fait avec les véhicules et les buggy. Ouais. Qui étaient, en fait, c'était des speed freaks, Ouais. mais il pouvait y en avoir dans tous les clans. Le clan dans le clan. Mais Voilà. à la rigueur, c'est des véhicules qui sont pilotés par des orques. Je trouve ça moins bizarre. J'aurais bien vu l'étendue de la gamme alpager autour d'un côté pirate, surtout que à l'heure où on enregistre ce podcast, en tout cas, il n'y a pas de faction dont l'influence majeure est la piraterie, tu vois. Non. Alors que tu aurais très bien pu imaginer une gamme où, effectivement, tu vois, typiquement, le chariot, ça aurait été une espèce de véhicule, de bateau, quitte à ce qu'il soit tracté par des rhinocéros, hein, j'en sais rien, tu vois. Peut-être que tu aurais eu une unité de cavalerie, mais avec une espèce de motojet, tu vois, un motojet orc, un truc qui fait plus Albator. Là, quoi, tu peux peut-être imaginer continuer dans les flibustiers avec... comme il y a eu les Beastnaga Boys, donc qui sont des orques qui sont plus forts, faire peut-être des orques qui tirent mieux. Parce qu'il faut savoir que c'est pas déjà le cas en termes de jeu, les flibustiers, c'est les Flash Gitz en termes de jeu, c'est les orques qui tirent le mieux, parce qu'ils ont une CT native de 4+, ce qui est très très bien pour un orc. 4+ sur un D6 pour un orc, c'est balèze. Hein. Mais est-ce que leurs armes sont pas un peu... Alors, ce kit, je dois t'avouer, mon GB, j'ai un problème avec ce kit parce que je crois qu'il est en plastique, il est sorti relativement récemment. À l'époque où il est sorti, j'étais content. Je crois qu'on ne se connaissait pas encore, mais je me disais, c'est cool que les joueurs orques aient un nouveau kit à se mettre sous là-dedans, qui n'est pas juste un avion ou un gros véhicule, mais une nouvelle unité d'infanterie, parce qu'à l'époque, c'était très rare. Games poussait vraiment sur l'avion et le super lourd. J'étais très content. Et d'un autre côté, je me disais, putain, il y a quand même un truc qui fait que leurs flingues sont tellement énormes qu'on voit pas les figues derrière. Et j'adore l'idée qu'il y ait des espèces de moteurs pour démarrer façon tronçonneuse le flingue. Genre, il y a littéralement des tuyaux, des pots d'échappement sur leur gun. Mais je trouve que ça gâche un peu la silhouette de la figue. Je la trouve pas très intéressante, quoi. Super chargée, ils ont des bannières en plus au-dessus de leurs épaules. Dans le lore, le super flingue d'un Flash Gitz, c'est la chose la plus importante pour lui. Et ils sont vraiment dans la customisation et la bidouille de leur flingue. Ça se voit un peu. Ça se voit, et en plus le kit est assez bien fait, c'est-à-dire que tu as vraiment en fait l'armature de l'arme, et en fait là, tu vois toutes les espèces de petites plaques qui sont par-dessus, en fait tu viens les rajouter et tu viens les mettre dans l'ordre que tu veux, dans le sens que tu veux, et tu composes un peu tes flingues comme tu veux. C'est vrai, tu peux les bidouiller. Ouais. Ça c'était bien fait quand même.
Effectivement, ouais, sur la grappe, ça a l'air de. Ah ouais, tu peux Tu mettre vois, un petit peu tu vois, t'as ce côté, c'est vraiment des petites pièces que tu viens coller les unes à côté des autres. comme des caches, des aérations. Voilà, et pour donner un look vraiment unique Ouais. à tes flingues. Un truc qui est assez bien en termes on va dire de customisation et de bidouille, c'est qu'en fait, ils sont à peu près sur quasiment le même gabarit que les knobs. Ouais. Notamment, ils ont le même écartement entre les bras. Ce qui fait que les flingues, tu peux les mettre sur des corps de knobs et utiliser ces corps-là qui sont un peu plus détaillés et un peu plus dynamiques pour faire des knobs. Donc, si tu veux voir un peu, Prototype d'un joueur. voir les manteaux et avoir des knobs avec un look un peu plus cool, t'as juste à acheter 2 kits, t'inverses les bras et tu peux te retrouver avec des fixes sympas. Cool. Parce que tu vas avoir des corps de knobs, mais où le gros flingue là sera quand même mis en avant, où tu le verras. Mais tu auras après des knobs avec des poses un peu plus dynamiques, avec les bouts de flash git. Puis ils ont des trucs cool. Il y en a un qui fume un cigare. Il y a ce bras bionique avec cette épée. Et il y a toutes ces bannières et toutes ces épaulettes en plus. C'est un kit très coloré avec plein de pièces. Il Ouais. est assez sympa. Bah, je l'ai, mais je ne l'ai pas terminé. Ok, mais tu garantis que du coup, tu peux au moins aussi l'utiliser si tu as une collection orc pour répartir un petit peu les pièces restantes sur le reste de ta collecte. Et ça, c'est Ouais. plutôt cool, quoi. Ok, tu m'as un petit peu plus convaincu, je t'avoue. Est-ce qu'on parle peut-être de notre ami Iriel? Bon, notre ami Iriel, c'est malheureusement lui aussi une figue résine qui est assez dynamique. Là, le pied sur un cadavre de tyrannide, la lance est bien, l'eye patch est vraiment cool. D'ailleurs, l'eye patch sert en jeu. C'est un pistolet. Le fameux pistolet laser dans l'œil, Voilà. un grand classique Warhammer 40 000. Mais il a de la gueule, côté samouraï, mais peut-être un peu de trop par rapport au côté pirate. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je trouve qu'il a beaucoup de détails sur lui. Ouais, il est très chargé, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est chargé au niveau de l'armure, en fait. Plus que. Il a quand même une espèce de manteau, Ouais. mais il a quand même beaucoup de détails sur son armure. La lance a beaucoup aussi de petits détails et de. Je sais pas comment on peut appeler ça. J'arrive pas trop à savoir déjà en quelle matière elles sont faites, les armes Eldar. Mhm. Et il y a toutes ces espèces de petites broches un peu dans tous les sens. Je pense que ça doit pas être une figue très agréable à peindre parce que c'est des petites pièces en résine, donc ils doivent être J'ai assez envie de détaillés, te dire, mais pas ouf quand même. Je crois que je n'ai jamais vu que la version sur le site de Games Workshop. Je crois que je l'ai jamais vu ni en boutique, ni sur internet. Si vous avez des photos de la figurine d'Iriel en vrai, envoyez-les nous. Ouais, voilà. Et on espère que vous avez pris plaisir à la peindre parce qu'elle est quand même assez stylée. Mais très clairement, on a vu récemment que Games Workshop teasait, c'est même plus le mot, nous expliquait qu'il allait avoir beaucoup d'Eldar l'année prochaine. Je pense que le calendrier de l'avant, si tu ne comprends pas que c'est des Eldar, c'est qu'il faut changer de lunettes. Mais effectivement, ça serait peut-être pas mal d'avoir un peu plus de détails avec un Iriel ou peut-être des nouveaux corsaires. Parce que ceux de Forge World, c'est les gardiens avec des espèces de petites ailettes qui font penser à des voiles. Je crois qu'ils sont plus disponibles sur le site de Forge World. Je te confirme qu'ils ne sont plus disponibles parce que j'ai été les chercher pour les besoins de ce podcast, mais ils n'existent plus. Ouais. Donc, en général, quand quelque chose disparaît du site de Forge World, soit ça va être fait, soit ça disparaît juste. Voilà, donc à voir si dans le lore les Eldar corsaires vont totalement disparaître ou s'ils vont s'offrir un nouveau kit plastique. Ça serait quand même sympa d'avoir ça dans la gamme Eldar pour dire tiens, si cet aspect-là vous intéresse, il y a au moins un kit sur lequel se baser. Moi j'aime bien quand dans les armées ils essayent, tu vois, d'une certaine manière aujourd'hui, je recasse le mot garde impériale, attention, mais avoir un kit DevCore, même s'il est toujours pas sorti à titre individuel, ce qui est dommage, ça permet aux gens qui veulent créer des régiments, tu sais, qui auraient des mentons longs, qui auraient un autre look, d'avoir un basé kit sur les Caddiens ou les l'uniforme cadien. Voilà. T'as un nouveau truc à te mettre sous la dent. Donc typiquement, s'il peut faire un kit qui est assez fouillé et plutôt adaptable pour les corsaires, ce serait vraiment top. Surtout qu'en plus, en termes de règles et de jeu, ils font de plus en plus ça, des unités un peu mercenaires dans les codex. C'est-à-dire qu'elles ont des mots-clés, elles ont des règles à elles, mais tu peux les intégrer, peu importe. Imagine, tu peux caler tes corsaires Eldar au milieu de ton armée garde impériale. Le vaisseau. Non, mais là, tu vas trop loin. J'implose. Non, mais. Je transpire. Tu vois, par exemple, les orques, ils ont le mot-clé flibustier, mais si tu les mets dans une armée Bad Moon, t'as quand même les bonus Bad Moon, ils viennent pas casser tes détachements. Ouais, ils ont arrêté ça. Il y en a pas mal aussi chez les Drukhari, des unités comme ça, et clairement, ça pourrait être une unité de corsaire Eldar, tu pourrais la caser dans ton armée Bieltan ou dans ton armée Saint-Am sans venir briser le truc. Après, il y a déjà les guerriers Aspect qui permettent un peu de faire ça, donc je sais pas trop
À voir où ils Jusqu'où s'inscrivent. iraient, mais ça serait cool, ouais, des Corsair Eldar. Ils avaient des motojets aussi, des upgrades sur les motojets. Donc tu peux faire une petite gamme, je pense, assez sympa. Ouais, après, j'imagine Pour que. revitaliser un peu la gamme Eldar qui Une- est quand même clairement vieillissante. Ouais. Bah, on va voir, hein, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est très proche du design, des designs originaux. Donc, on imagine qu'ils vont quasiment tout refaire, ce qui est sympa, mais du coup, certes, moi, je trouve que le vocabulaire visuel des Eldar, il est parfait. Je n'irai pas le réinventer, mais je me dis, il risque quand même d'avoir cet effet un peu, tu vois, le nouveau kit de Banshee, il est sympa, mais tu vois, genre, j'ai pas sauté au plafond. Je me suis pas dit, tiens, je vais commencer une armée Eldar parce qu'il y a ce nouveau kit, tu vois. Alors que des fois, Ça sera un nouveau kit de Scorpion, t'aurais dit oui. Tu vois peut-être, voilà. je pense qu'ils ont 2-3 moyens de me convaincre. Tu m'as convaincu, en tout cas, de ton côté. Je sais, mon cher je sais JB. ce qui te parle. Ouais, et du coup, donc on a fait les orques, on a fait les Eldar. Allons faire un tour du coup de Huron. Pareil, ouais. Bonne fatigue, hein, de la part d'Huron, qui a toujours été une Donc figurine Fightcast, je crois. les pirates sont en résine en fait, c'est Ouais, ça. c'est ça. Les pirates plastiques, c'est interdit chez Games Il y a- Workshop. Il y a un mec qui aimait bien les pirates et qui a développé pas mal de persos à ce moment-là, visiblement. Je crois que Huron, c'est un soc de 25. Ouais. Il a l'air d'avoir des jambes minuscules. Ouais, il est. Je l'ai vu pour le coup, cette fille. Par rapport au backpack, il est vraiment dimensionné bizarrement. Elle est assez ridicule. Ce qui est très bizarre aussi, c'est que sa version Forge World, quand il est un Astral Claw, si je dis pas de bêtises, elle est en armure Terminator. Donc vraiment, genre, tu vois, ils ont vraiment foiré ce truc-là. Les proportions sont cheloues. La pose avec le gantelet ouvert, je trouve, marche pas trop. Genre, pourquoi il a la main comme ça? Parce qu'il a un lance-flamme en jeu à l'intérieur de son gantelet énergétique. Lance-flamme lourd, je crois, d'ailleurs. Mais c'est trop moche, c'est en forme d'étoile du chaos, mais ça n'a pas de sens. Le côté détruit par le tir du fuseur à moitié cadavérique, etc. Je crois que Aaron Dembski-Bowden le décrit dans le bouquin comme une horloge qui a besoin d'être remontée. Et très clairement, je ressens pas spécialement ça sur la figurine. Je pense qu'ils auraient très bien pu aller là, un peu plus loin. Plus l'impression que c'est juste un type avec des câbles à la place du torse, quoi. Ouais, mais donc t'as plus l'air d'avoir une tête qui a été greffée sur un corps bionique, mais t'as pas vraiment ce côté biomécanique qui a besoin d'être remonté comme une horloge. Pendant qu'on se tape un captcha sur le site de Forge World, je dois cliquer sur les images de bateaux pour prouver que je ne suis pas un membre du Mechanicus. Parfait. Et effectivement, la belle armure Terminator Ah ouais, mais de Huron. c'est les épaulettes les plus grandes de l'Imperium. Ah bah ouais, complètement. Mais il a beaucoup et là, de gueule. il a le dans sa lance-flamme, mais version. dans l'autre côté. Et oui, je crois que c'est une espèce de foreshadowing, n'est-ce pas? Par contre, il a gagné une hache entre-temps. Il a gagné aussi un petit compagnon. Je ne sais plus comment on l'appelle, mais il a des pouvoirs psychiques, ce qui est assez cool. Il a vraiment une tête très... on dirait une espèce de Gollum dégueulasse. Je l'adore. Je pense que ça ferait une belle figue sur le même socle. Quand on voit, par exemple, le nouveau Helbrecht, tu vois, tu l'imagines sur un rocher, et puis il y a l'espèce de petite bestiole et tout. C'est une fille qui a une putain de personnalité. Chaque légion, y compris les chapitres Renégats, mérite d'avoir au moins un petit perso spé nommé. Refaites Huron, s'il vous plaît, Ouais. que ça a un petit peu de gueule. Quoi. Clairement, il s'inscrit dans ce qu'on disait, la liste des personnages en résine qui mériterait une petite update. C'est ouf parce que t'as des figurines plus vieilles qui paraissent plus propres aujourd'hui, quoi. C'est vraiment Huron, Badruk et Iriel viennent à peu près de la même époque et t'as l'impression qu'ils accusent plus le coup de les années que des figues métal où tu sais que c'est en métal, mais tu sais, t'avais moins de détails. Je pense, t'as moins de détails, c'est des différences de technique pour la sculpture. Là, sur Huron, ils tentent des trucs et il n'y a pas grand chose qui marche, quoi. Ouais, Mais c'est un peu dommage. Ouais. c'est un petit peu triste. On Je vous crois- laissera nous dire ce que vous en pensez et on fera un petit Après, moi, j'ai vu des gens faire des conversions de Huron avec Abaddon. hyper facile à faire. Et ça marche bien. Ça marche du tonnerre. Ça marche du tonnerre. Et maintenant, il y a plein de bits. Pour le coup, la hache, elle existe en mieux. Le gantelet lance-flamme, tu prends la griffe d'Horus. Le backpack avec des bonbonnes de Prométhéum, tu le trouves easy. Enfin, et le côté mécanique, tu l'as sur plein d'autres figues, quoi. Donc en vrai, effectivement, aujourd'hui, tu peux le faire à ta sauce, quoi. Tu vois, moi j'aime bien quand ils refont les persos, mais l'avantage de pas les refaire, c'est que ça oblige les gens à être créatifs et ça nous donne des trucs super cool comme ça. Donc refaites les persos,
Mais continue d'être créatif. Bah, disons que je pense qu'ils ont mis la priorité sur Abaddon qui n'a été refait qu'en 2019, il faut le rappeler. Donc bon, c'est sûr que Uro n'était pas prioritaire. Non, oui, et puis fallait une stature. L'ancien Abaddon, il était dur quand même. Thibaut mime la pose de l'ancien Abaddon avec sa main Avec en la l'air. griffe à plat là, exceptionnel. On s'en souvient tous, Warmaster of Chaos. Est-ce que on parlerait pas un petit peu de figurines plus impériales, histoire de pas trop choquer nos auditeurs qui peut-être nous On a écoutent commencé depuis par le l'Imperium, futur. on est passé sur les Xenos le chaos, on a fait figurine Xenos cadeau, on finit par l'Imperium. C'est logique. C'est logique, et donc du coup, eh bien, on va parler de Kill Team Rogue Trader, qui est sorti... Et non pas Warhammer 40 000 Rogue Trader. Et voilà, donc qui était une extension / un jeu dans le jeu un petit peu pour l'ancienne version de Kill Team. Et à un moment, ils se sont dit, tiens, ça n'a pas beaucoup de personnalité, on dirait plutôt un truc pour spammer du lance-plasma avec les meilleurs gars de chaque codex. Créons des factions spécialement pour Kill Team dans une boîte narrative avec un contexte plutôt stylé, puisque on suit du coup toute une équipe de Rogue Trader. La Rogue Trader en question est une Rogue Trader. Elle est accompagnée d'une petite suite et on a donc des figurines assez hautes en couleur que je connais un petit peu pour en avoir peintes quelques-unes. Pour représenter tout simplement une escouade de commandement de la garde impériale. 4e fois que ce terme est cité. Qu'est-ce que tu penses de ces figues JB ? Et on va reprendre leur nom pour que éventuellement vous puissiez aller googliser ça en même temps que nous. Le nom de notre cher Rogue Trader est donc Elucia Vane. Et du coup, les espèces de militaires qui l'accompagnent sont les Elucidian Star Striders. Globalement, je suis pas méga fan de la Rogue Trader. Elle manque un peu de personnalité, ouais. Enfin, en fait, je trouve que par rapport à l'ensemble des figues, si tu prends on va dire la Kill Team au complet, je trouve qu'elle ressort pas énormément comme la patronne. Alors que je trouve que l'assassin, où il y a un mec qui est le chef de ces troupes, ouais. Qui a l'air d'être un espèce de commandant de marine impériale, je sais pas trop quoi, qui a un fusil à pompe et un pistolet laser. Il est incroyable. Tu vois, pour moi, si tu m'avais montré le truc, c'est lui le chef, tu vois. Mais je crois que c'est lui le chef, mais du coup de la partie militaire, je vais retrouver son nom. C'est le sous-chef. Il s'appelle Nietzsche et il a un petit chien. Ouais, c'est ça. Il a un dogo en plus. Aximilion. Donc forcément, t'as envie de le kiffer, quoi. Voilà, je l'avais pas encore dit parce que je voulais le garder pour la fin, mais clairement, la meilleure figue de ce kit, c'est le chien. Exactement, je suis d'accord. Je lui ai sculpté un petit peu de fourrure parce que je préfère les chiens quand ils sont floufs, mais je te confirme que c'est une super figue et je veux plus de chiens et d'animaux et tout simplement de compagnons à Warhammer 40 000, s'il vous plaît. Huron, il avait son petit chien aussi. Voilà. Mais les pirates ont des petits chiens, voilà. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai que la Rogue Trader, il y a ce côté, elle a une sorte de chapeau avec des plumes, jusque-là tout va bien. Donc, elle a un voile à mi-visage qui du coup crée une silhouette assez chelou. On a du mal à se projeter en fait, à l'inverse des autres persos Rogue Trader qui sont généralement très hauts en couleur, tu vois direct un peu leur personnalité. Là, elle la cache. Je trouve que les illustrations et le concept de cette figue sont incroyables, mais je trouve que l'exécution en figurine donne l'impression qu'il y a une espèce de barbe qui cache un peu son visage et c'est pas très élégant. La pose elle-même avec les mains sur les hanches n'est pas non plus très avenante. Enfin, je trouve que cette figue raconte pas grand-chose. On dit souvent que les figues doivent raconter une histoire. Elle est pas... Toi, on disait tout à l'heure que les Rogue Traders, ils étaient excentriques, ils étaient flamboyants. Là, elle est pas flamboyante. Sur les artworks et sur les illustres, elle l'est. Parce qu'avec le voile, tu peux faire des petits effets de transparence, tu peux amener ce genre de choses et faire deviner son visage, je sais pas. Là, sur de la peinture, c'est beaucoup plus dur. Tu peux pas vraiment le faire. Donc, c'est un peu dommage. Par contre, après, pour avoir joué à la nouvelle version de Kill Team, je sais pas comment était ce jeu-là parce que je l'ai jamais essayé, mais c'est une équipe que je me verrais bien jouer à Kill Team parce que tu vois qu'il y a, on va dire, 3 un peu figues de base. T'as une assassin, donc tu l'imagines être très forte au corps à corps. T'as ce qui ressemble à être un espèce de tech, pas forcément du Mechanicus, mais c'est un mec du Mechanicus. Voilà. T'as un médic aussi, et t'as un mec avec une énorme sulfateuse. Et un chien. Et forcément le chien. Mais j'ai trouvé ça bien d'avoir des jeux vraiment narratifs. C'était dit dès le début parce que t'as cette Kill Team de Rogue Trader et de l'autre côté t'avais des espèces de Gellerpox de monstres infectés par Nurgle, mais c'était pas vraiment Nurgle directement.
avec des espèces de petits aliens et tout. Bah, le c'est des champ choses de qu'on avait Geller moins, dans ouais. l'univers de Warhammer 40 000, c'est ce qui te protège Du warp. et du fait que les démons, quand tu voyages dans le warp, peuvent pénétrer ton vaisseau. Donc Geller Pox Infated, ça veut un peu dire que en champ, fait, il a le pas très champ bien marché. a mal marché et a transformé son équipage en démon / Strum. Et c'est vrai que du coup, c'est une superbe extension. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé pour notre épisode sur la Death Guard. C'était dommage qu'on ne puisse pas la trouver pour peut-être représenter d'autres figurines de juste- l'enfant du chaos à Juste autre chose. Ouais, voilà, juste avoir des bits et un peu convertir ces figues. Mais là, typiquement, de la même manière, pour faire de la garde impériale, les figues sont top. Et il y a plein de petits détails qui sont super croustillants. Bon, il y a effectivement le chien, mais par exemple, le médic, il est décrit comme. Il parle du rejuvenate, et c'est ce truc qui peut t'enlever des années de vieillesse, en fait. Enfin, c'est comme ça qu'il y a des humains qui vivent 200, 300 ans à Warhammer 40 000. Donc on peut imaginer que derrière son voile, peut-être cette Rogue Trader est beaucoup plus vieille qu'il n'y paraît. Elle a son médecin personnel qui lui fait des petites picouses de entre temps en deux temps. trucs. Elle a une assassine cultiste. Ah, mais je Même trouve le Tech que- Priest, il a un look un Ouais, peu bah, unique. globalement, en fait, je trouve que le groupe est vraiment cool. Il y a juste, elle, sa sculpture, je pense, rend pas hommage au concept art. Ouais. Ce qui est un peu dommage. Et puis elle pourrait avoir un plus gros socle, un truc qui l'identifie un peu plus comme la leader. Là, elle est vraiment posée sur deux pierres, on dirait Deux vraiment petits qu'il est cailloux, artificiellement grandi pour l'occasion. Après, il y a tellement de détails qui sont charmants. L'espèce de natte de la Star Strider qui a une pose de tir de réflexe avec son pistolet laser, j'adore. Le mec qui fume un cigario, il est trop cool. Enfin, c'est le genre de détails qui donne beaucoup de personnalité à des figues et que typiquement à Warhammer 40 000 t'as pas, parce que ils vont pas commencer à foutre un garde qui fume une clope, même si j'adorerais, tu vois. Donc ça aide. Tu t'as parlé des socles et des petits cailloux. Je trouve ça très bizarre qu'ils soient sur en tout cas sur les images officielles, sur des socles, on va dire typés. De l'époque, c'est le socle alpha de l'époque, quoi. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, ils sont, c'est de la terre, il y a de l'herbe et tout ça, alors que c'est un jeu qui se passe dans un vaisseau. Je sais pas s'il se passe intégralement dans un vaisseau. T'as un plateau de jeu qui se passe dans un vaisseau, t'avais des petites portes. Et des trucs comme ça, quoi. Oui, effectivement, pour le coup, c'est une grosse erreur. Surtout que les socles Sector Mechanicus, je crois, existent et permettent d'avoir des socles type revêtement de vaisseaux ou d'usines ou de factorum et autres bâtiments industriels de Warhammer 40 000. Donc c'est vrai qu'il y a un petit raté de ce côté-là aussi, mais ça, vous pouvez le corriger assez facilement. Mais quand même, voilà, si vous pouvez mettre la main sur ces figues-là, et si vous avez un pote qui joue Death Guard, ça se trouve, ça peut valoir le coup de la trouver. Je pense que ça doit se trouver encore dans des boutiques, dans des coins perdus. Oui, ça doit pouvoir se retrouver. Voir à l'unité s'il y a une figue que vous kiffez. Hein. Ouais. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai réussi à mettre la main sur les Star Striders. Elle est plus trouvable en boutique, mais tu dois pouvoir la choper sur internet assez facilement. Et qui sait, peut-être qu'avec le nouveau Kill Team, ils vont repack et ils vont ressortir ça Ouais. avec des règles mises à jour. Ça serait cool parce qu'elle a vraiment un format Kill Team pour le coup de 2021 avec le médic, l'assassin qui amène un gameplay différent du Tech Priest, qui a même un gameplay différent du chien. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec cette boîte. Donc, Games Workshop, au pire, ressortez juste la grappe et puis mettez ça dans une boîte à 50 balles. Vous faites de l'argent, tout le monde est content. Passons maintenant à un autre Rogue Trader. Lui, il nous vient de la même année, novembre 2018, et on a Janus Drake, donc, qui est le Rogue Trader qui dirige l'équipe de Blackstone Fortress. Cette fois, pas d'erreur, il y a bien un socle qui fait penser au Blackstone Fortress. C'est quoi les Blackstone Fortress ou forteresses de Blackstone? Je crois que c'est pas traduit, même en français. Eh bien, ce sont des espèces de vaisseaux artefacts très puissants que notre ami Abaddon, fameux chef de maître de guerre du chaos, utilise pour des fins, on va dire, peu conventionnelles, type détruire des planètes et foutre en l'air l'Imperium. Mais des activités somme toute normales pour un Space Marine du chaos. C'est vrai, peu conventionnel de notre point de vue en tout cas, mais très conventionnel pour lui, et c'est vrai, tu fais bien de le rappeler. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que en fait, ces Blackstone Fortress ne sont pas en fait construites par le chaos. En fait, on ne sait pas vraiment d'où elles viennent, et l'Imperium aimerait bien aussi mettre la main dessus. Il me semble qu'ils en avaient un peu parlé au moment de la sortie de Pariah Nexus et des Necrons, et que c'était des technos un peu de l'ancien temps, des anciens. Et d'ailleurs, c'est avec en partie la technologie Necron que Abaddon a réussi à faire tomber Cadia. Donc, est-ce que tout ça est connecté? Conspiration, complotisme? Il y a ce côté, vu que les Necrons, c'est une des plus vieilles races de l'univers de Warhammer. C'est assez fastoche de dire qu'effectivement ils sont connectés à ça. Ils avaient de la techno d'avant qu'ils ont perdu. Et pour en revenir à Henry Cavill, ce fameux lustre de Witcher ressemble à une pyramide entourée d'une étoile, donc à une Blackstone Fortress. Donc effectivement, pyramide, Necron. Bon, bref. Revenons à nos moutons. Il n'y a pas de moutons dans l'équipe,
Non. Il y a un Rogue Trader. Est-ce que celui-là, tu trouves qu'il a plus de personnalité? La réponse est bien évidemment que oui. Bah oui, déjà il a une moustache. Oui, déjà, il a une C'est- moustache. Pour moi, un Rogue Trader a une moustache. Effectivement. Même si c'est une femme. Bah ouais. Ok, pourquoi pas. Et... Peut-être ça qui est caché derrière son voile. Ah, C'est peut-être bah. une moustache. Intéressant. Ou alors tu peux lui peindre une moustache sur le voile, comme si elle était déguisée. Ok, j'aime beaucoup la figue en fait. J'aime beaucoup le concept. Non, franchement, même tout le petit groupe d'aventuriers est bien, mais le Rogue Trader, tu vois, il ressort vraiment. Il a ce côté manteau de pirate, il a un sabre, il est en train de fumer. Laissez-moi vous dire que cette rapière, sa sabre, est d'une qualité, mais c'est la plus belle épée Warhammer 40 000. Voilà, je l'ai dit, je la kiffe. J'ai fait de ce Rogue Trader un officier de la garde impériale parce que je le trouvais incroyable. Même la petite pose fumeur de clope. Il a cette espèce de fourrure à moitié. Personne ne sait d'ailleurs. C'est cool. Mais oui, c'est cool. En fait, c'est marrant parce que maintenant il y a cette obsession, comme tu disais en préambule, il n'y avait pas Internet, les gens pouvaient anticiper et tout. Maintenant il y a Internet, donc tout le monde se réunit et les gens essayent de dire ah ouais, attends, cette tronche-là. Et je me souviens qu'il y avait une théorie. Je crois à un moment il y avait un Rumor Engine. Donc Rumor Engine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit zoom en noir et blanc sur une figurine qui va sortir, qui nous est offert par Games Workshop, une sorte de leak organisé, rien à voir avec les rappeurs de Marseille, mais du coup il y avait un zoom sur une créature qui, je crois, s'est avéré faire partie de la gamme Soulblight, donc les vampires de AOS, qui ressemblait un peu à l'épaule Et les du gens gars. devenaient fous. Et les gens, ils étaient en mode ouais, ça se trouve, ils ont développé une nouvelle faction, ou alors ça va être en fait, ils l'ont introduit via la fourrure, mais ça va devenir le compagnon à 4 pattes ou à 8 pattes d'une Vous autre allez figue loin, et tout. les gars. Et les gens allaient super loin. Alors que souvent, c'est juste un design cool qui évoque un petit peu. Bah voilà, peut-être à la fois le loup, mais en même temps, il y a des putains de pics osseux, donc il y a limite un côté poiscaille, des grandes dents de sable, il y a du tigre, il y a tout là-dedans. Non, franchement, la figue est super cool. Et toute la suite est trop bien. On parlait tout à l'heure du fait que les Rogue Traders, ils interagissent avec les Xenos et des gens qui sont en dehors de l'Imperium. Bah là, dans l'équipe, il y a une Eldar et un Kroot. Et le Kroot, c'est la meilleure figue du lot. Hein, moi, Incroyable. Voilà. Il est Je incroyable. l'adore, il est super bien. Mais il y a aussi cette espèce de robot qui... je crois que... Alors là, on part sur des parties de l'or que je maîtrise pas. Les hommes de fer... C'est ça. Ça a l'air compliqué. C'est des humains dans l'Imperium, mais qui sont pas des humains. Pour la refaire hyper vite, et pour ta culture générale aussi également, JB, ces figurines de Blackstone Fortress nous renvoient pas mal à l'origine de Rogue Trader. Et C'est donc, bien fait. à Dune. Pourquoi ? Déjà, on a une autre figurine avant de parler du robot, c'est celle-ci, qui est un navigateur. Je voulais le garder pour la fin. Vas-y. Mais- Éclaire ma lanterne. Et du coup, les navigateurs, ça fait beaucoup penser à la guilde des navigateurs dans Dune, qui ont besoin de l'épice pour diriger les vaisseaux à travers l'espace. Mettre un navigateur ici, c'est pas innocent, ça ramène Warhammer 40 000 un petit peu à ses origines, tout comme le robot, je crois qu'il s'appelle UR05, et donc UR05 est effectivement un robot, mais vous avez peut-être remarqué, si vous connaissez Warhammer 40 000, ou vous avez peut-être remarqué à force de nous écouter, qu'on n'a jamais parlé de robots du côté de l'Imperium. Bah non, y a pas trop ça. Parce que comme dans Dune, l'Imperium de Warhammer 40 000, il a banni l'intelligence artificielle et les robots, donc il préfère les serviteurs, des gens lobotomisés pour être transformés en ordinateur, mais surtout pas un ordinateur, et donc surtout pas un robot, un androïde. Sauf que, peut-être que de temps en temps, un androïde peut servir l'Imperium, donc on va s'en accommoder. Et donc, il a sa petite Aquila. voilà. Et Qui a limite l'air d'être patchée en fait. Tu vois, Mais elle a été c'est- posée là comme ça. c'est complètement ça. Je pense que c'est même d'ailleurs volontaire, histoire de dire non, mais je ne C'est suis bon. pas un robot, je suis je suis piloté, ou alors je suis le garde du Un corps drone, automatisé. Voilà, ça va le faire quoi. Je suis pas suspect. Regarde, j'ai une Aquila. Il y a presque ce côté un peu revanchard d'un homme de fer. Donc en gros. Dans Dune, il y a cette histoire d'un djihad contre les intelligences artificielles, et dans Warhammer 40 000, il y a aussi cette histoire de en gros, l'Imperium a été plongé dans ce qu'on appelle le Moyen-Âge technologique après avoir combattu les hommes de fer qui en gros étaient des robots. Et maintenant, il ne reste plus beaucoup d'hommes de fer. Il reste UR. Il reste peut-être aussi les robots du Mechanicus, dont d'ailleurs ils partagent 2-3 éléments de design au niveau du torse. Et ça, c'est encore une fois un bon moyen de raconter une histoire. Comme quoi, vous pouvez plonger dans le Nord, mais n'oubliez pas, même si vous achetez pas, allez checker les figues et allez voir un petit peu comment tout ça fonctionne, parce que
voilà, ce genre de détails croustillants, ça peut échapper à l'œil qui n'est pas averti, mais en même temps, c'est fascinant, non? Ouais. Et du coup, à côté de ça, il y a deux ratlings, un prêtre et ce qui ressemble à une prêtresse aussi qui a un énorme lance-flamme. Ouais, Elle ressemble un peu à une sœur de bataille aussi. Je dirais un ouais, peu une espèce d'épée de Repentia slash lance-flamme et tout. c'est assez cool. Il y a vraiment ce côté là, par contre, si les figues d'avant avaient vraiment ce côté, c'est une kill team, c'est une équipe qui est cohérente visuellement pour travailler ensemble. Là, il y a vraiment ce côté équipe de pirates ou équipe de JDR, de gens qui n'ont pas trop de choses en commun, mais qui sont réunis pour un but commun. Et je trouve que c'est un kit qui est vraiment cool. Ouais, non, mais il est assez ouf. Enfin, moi, honnêtement, j'ai failli craquer pour ce kit-là, enfin, cette partie de cette boîte, mais aussi toute la partie Renegade, parce qu'il y avait les 3 premiers nouveaux Space Marine du chaos, et par la suite, il y a eu une Et deuxième surtout, vague. il y a des gardes impériaux renégats. Et il y a des gardes un peu Renegade, bien sûr. Et ensuite, il y a eu effectivement une deuxième vague avec d'autres héros, dont une Psyker, Ouais, si je dis pas de bêtises. ça, une autre Rock Trader, Ouais, une autre. avec la jambe de bois, mais qui est en fait un couteau. Effectivement, et qui recharge, enfin, qui a un gun qui est rechargé par un cerveau-crâne pendant qu'elle tire avec l'autre gun, donc ça, personnalité maximum. Enfin, vraiment, il y a eu beaucoup de figues dans cette gamme, qui est toujours disponible d'ailleurs, je crois, sur le site de Games Workshop. Il y a encore, il me semble, des Blackstone Fortress. Ouais, c'est un jeu, en tout cas, les figues étaient très cool. Moi, j'ai été un petit peu déçu par le jeu en lui-même, que je trouvais pas ultra profond en fait. Mais les figues étaient vraiment chambées. Et ça serait bien du coup que Games Workshop, parce que maintenant ils font les bundles, tu sais, pour les sorties de nouvelles éditions. Typiquement, là récemment, ils ont montré que tu allais pouvoir récupérer une Drasta de Dominion, tu vois, à part avec tous les héros de Dominion. Pourquoi ils l'ont pas encore fait pour Blackstone ou même Kill Team Rock Trader? Ouais, sortir ces figues-là en dehors des jeux, bah je sais pas, écoute, peut-être parce que Mais surtout qu'en fait, il y a c'est peut-être mieux de sortir des caisses de Space Marine, tu vois. ouais, mais il y a énormément de gens qui sont fans de ce côté plus civil de la galaxie impériale, qui ont envie de voir un petit peu autre chose. Et très clairement, bah, je pense qu'ils ont mis la main sur ces kits là quand ils sont sortis. Mais le problème, c'est que c'est pas des kits, c'est aussi énormément de trucs que tu t'embarrasses avec des jetons, des plateaux, des dés, des trucs que tu as peut-être même pas envie de toucher, quoi. En fait, il y a énormément, ces dernières années, notamment via Kickstarter et ce genre de plateforme, de jeux coopératifs ou avec des gameplays asymétriques, c'est-à-dire avec un joueur qui va souvent incarner les monstres, pour faire simple, et chacun des autres joueurs va incarner, lui, un personnage. Il y a énormément de jeux comme ça. Je pense que Games Workshop a voulu se positionner sur ce secteur avec des jeux comme les derniers Warhammer Quest, dont Blackstone Fortress notamment. Le problème, c'est qu'en fait, quand ces jeux-là sont faits sur Kickstarter, ils sont faits avec des figurines qui sont très souvent monoblocs, qui sont imprimées en Chine, qui sont, même si elles sont de très bonne qualité, sont pas d'une finesse du niveau des figurines de Games Workshop. Donc en fait, en termes de prix, on se retrouve avec des produits qui vont miser plus sur la quantité que sur la qualité. Pour en avoir backé, moi, quelques-uns à certains moments, certains errements de ma vie, je me suis retrouvé avec vraiment des boîtes et des boîtes de figues qui sont arrivées chez moi et ça peut être chouette, tu vois. Là, c'est sur des jeux où tu as quand même pas mal de figues, tu en as un peu moins, mais tu en as pas mal. Mais le truc, c'est que le prix reste globalement le même. C'est-à-dire que tu vas être sur un jeu à 150, voire 200 euros si tu achètes une extension ou deux. Il me semble, je pense même que c'est peut-être un peu plus cher. Ouais, je pense que c'est même plus cher. Ouais. Pour avoir beaucoup moins de figues que si tu prends des jeux comme moi j'avais pris Conan par exemple à l'époque, ou tout ce qui va être les zombicides et ce genre de jeux, où là je pense que les gens s'y retrouvent peut-être moins économiquement. Je sais pas si c'est très intéressant en fait, d'un point de vue financier pour Games Workshop d'aller dans cette direction-là par rapport à continuer à faire du wargame classique et à vendre des figurines. On peut se souvenir de ce qu'on peut appeler un fiasco avec Curse City cette année, où les gens n'ont pas réussi à l'acheter, puis après ça se trouvait à des prix qui n'avaient aucun sens sur Internet, pour qu'au final la moitié des figues ressortent après en boutique. Bref, c'était pas très très bien géré, mais il y a eu pas mal de couacs cette année, j'ai eu l'impression, dans la distrib en tout cas, chez GW. C'était l'année dernière déjà, Curse City, non? Ah ouais?
Ouais, T'es il me sûr que semble. c'était pas. Bah attends, on va regarder. C'était mais... 2020? Ouais, C'était ouais. pas 2021? Ouais, je suis à Oh peu là près là. persuadé que c'est sorti en septembre l'année dernière. Oh là là, Mais- le monde n'a plus de sens. Mais nous sommes dans Ouais, le bah, warp depuis voilà. quelques années maintenant. Donc ouais, je sais pas si ces jeux-là sont des très bonnes idées financières et si c'est viable à long terme. Par contre, ça permet d'explorer l'aspect civil des figues, ce qu'on n'a jamais à Warhammer 40 000, et ça c'est trop bien. Ouais. Donc je sais pas comment ils pourraient se positionner pour continuer à faire des jeux comme ça, mais sans forcément tomber dans une concurrence aussi frontale que tous les jeux de coop déjà installés, qui en plus s'avèrent être des meilleurs jeux, parce que Blackstone Fortress c'était pas ouf en termes de jeu. Effectivement, tu avais raison, c'était quand même cette année Curse City, c'était au début d'année. Ou alors faites-nous juste des figues de civils, mais sans jeu. En fait, ouais, c'est là où je me dis, à la base, est-ce que vous êtes, et il y a toujours cette tension chez Games Workshop, est-ce qu'ils sont des créateurs de jeux ou des créateurs de figues? Et parfois, ils se positionnent en créateurs de jeux, puis en créateurs de figues, et un peu comme ça les arrange. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait de la gueule de dire, via Kill Team, via même Warhammer 40 000, parce qu'ils ont une datasheet, parce qu'ils peuvent représenter un intérêt même vaguement tactique, tu vois, je sais pas, T'as un Rogue Trader sur la table, c'est un négociant, bah tu pars, je sais pas, avec 2 PC, tu vois, enfin des conneries, tu vois, genre peut-être des mecs le prendraient juste comme ça pour le Bah, tu vois, ils font des figues genre le Red Gobo, des figues Noël, des figues événements comme ça, qui ont pas de grand intérêt ouais, bah faites-en des films. Elles sont jouables. Alors elles sont pas fortes. Ouais. C'est pas des figues que tu verras dans des listes tournois, c'est pas des trucs qui casseront la méta, ce genre de choses. C'est juste des figues cool. Et cette partie civile, elle peut servir à plein de fans de Warhammer 40 000 qui ont des armées un peu transversales. Encore une fois, c'est mon cas avec la Garde impériale, dans laquelle tu peux retrouver effectivement des technogures pour les chars, des psycheurs qui vont utiliser leurs dons de préscience pour guider les armées. Tu peux aussi avoir des croisés qui sont une petite unité de corps à corps très zélote, religieuse, qui amène un petit peu de personnalité à ta faction. C'est clairement pas des unités qui du jour au lendemain vont péter la méta et renverser complètement la dynamique des tournois. Par contre, c'est des figurines qui aujourd'hui sont soit en métal, soit en résine, soit éparpillées dans des gammes alternatives type Warhammer Quest ou autres. Et je trouve que c'est dommage. Ton billet d'entrée pour choper un psycheur, il est à 90 balles, quoi. Ouais, c'est hyper vénère. C'est hyper vénère. Alors qu'en fait, ces figues, elles existent, elles ont des moules. Donc en fait, c'est là où moi j'ai plus de mal à comprendre. Alors il y a sans doute des trucs logistiques, ça arrive pas par. Enfin, c'est sur la même grappe, etc. Des trucs qu'aujourd'hui on connaît grâce aux photos de grappe. Mais typiquement, on a vu, ils ont ressorti les figurines de Dark Imperium, ils ont ressorti les figurines de Indomitus, ils ont ressorti les figurines de Dominion. Je pense que si à un moment ils sortent un lot à 50, même 70 balles pour tous les persos de Blackstone Fortress, mais les gens ils l'achètent parce que en vrai ça reste rentable. Si tu les achetais individuellement, ces figurines, ça serait beaucoup plus cher. Si tu les trouves entre guillemets d'occasion individuellement, elles sont à 20 balles pièce sur eBay. Le navigateur, c'est une entrée du codex Garde impériale. Le Technogure aussi, les croisés, enfin je vais pas refaire la liste, mais en vrai pour moi ça serait super cool et ça serait que des figues en plastique qui ont grave de la personnalité, alors que j'en suis à peindre du psycheur arcementé en métal sculpté par Jess Godwin il y a 25 ans, quoi. Enfin, tu vois, ouais, mais t'aimes bien ça. J'aime bien ça, c'est vrai, mais ouais. C'est un petit peu dommage. Non mais oui, je pense qu'il y aurait moyen, il y aura un coup à jouer et il y aurait moyen de laisser un peu plus de place aux figurines civiles au sein de Warhammer 40 000. Pour leur donner des rôles auxiliaires en gros sur la table de jeu et sans forcément passer par soit des jeux alternatifs, des jeux de coop comme ça ou même plus simplement Kill Team, tu vois. Je pense que c'est des figues qui peuvent avoir un intérêt à Warhammer 40 000 parce que je suis en train de réfléchir. Par exemple, je pense à toi, tu joues Cult Genestealer. Cult Genestealer, c'est quand même une armée qui a pas mal de petits persos comme ça en fait. Ouais, complètement. De petits persos utiles qui sont pas c'est pas eux qui vont détruire les figurines adverses, mais ils vont te permettre de jouer un petit stratagème pour améliorer quelque chose, pour aller chercher un objectif en plus. Ouais, mais moi j'aimerais trop qu'il y ait ça. Mais et je pense qu'il y a pas mal d'armées qui pourraient bénéficier de ces petits personnages-là et de ces petits civils. Donc Games Workshop,
si vous nous écoutez, et on sait que vous nous écoutez, Bien sûr. allez-y, quoi. Sortez-nous ces personnages-là à l'unité. Mais surtout que pas t'en dans trouves- des gros jeux. T'en trouves facilement, enfin je veux dire, effectivement, il y en a eu beaucoup pour le culte, il y en a eu pour la DevGuard, parce que si tu regardes le gars avec son boulier, tu vois, il a pas d'incidence sur le combat, tu vois, quasiment pas, mais en même temps il est trop cool, ça donne énormément de personnalité à cette gamme. Pourquoi on n'a pas le kit des serviteurs, tu sais, qui nettoient les armes de Space Marine? On les a avec Elbrecht, mais en vrai ils accompagnent n'importe qui, enfin ça serait trop cool d'avoir ça sur la table de jeu, parce que je sais pas, ça te permet de... C'est juste genre 4 PV que tu peux faire sauter, enfin... Oui, ou juste de Ou représenter. c'est un compteur de PV, enfin, Ouais, bah, j'en je sais rien, sais mais- pas si, par exemple, sur le Grimaldus, là, Hmm. si les mecs qui portent la croix, les trucs comme ça, ils servent à quelque chose. Ils ont des effets, ouais. Ouais, ou s'ils sont juste là pour faire joli. Non, ils ont des effets, mais ils ont fait le même truc qu'ils avaient fait avec les fantômes de Gaunt, où en gros c'est une unité, et chaque gus a un effet, et quand tu perds un des gus, tu perds un des effets. Faire un Ce essai, qui est emmerdant, mais d'un côté c'est hyper... C'est cool. Enfin, Ça ça raconte raconte une quelque chose, histoire, voilà. ça raconte des choses, et nous on est toujours On est team, friand de- team, ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose. Mais effectivement, c'est dommage de voir que, d'autant plus depuis qu'ils ont un peu ouvert les vannes des jeux et des modes narratifs. C'est-à-dire qu'avant, si ça n'existait pas, c'était un courant alternatif. Les gens qui faisaient du Inquisition 28, du Blanchitsu, qui rejouaient à Mordheim. On a vu Warcry, ils se sont greffés à ça très vite, etc. Blackstone Fortress, les gens ont beaucoup répondu. Curse City, c'est devenu un exemple, tellement les gens ont répondu. La boîte est épuisée dans l'instant. Visiblement, il y a de l'appétence pour ce genre de figurines, et je pense que c'est pour ce genre de figurines, pas par rapport au jeu, en fait. Hein. Non, c'est Mais le problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est que t'as un billet d'entrée qui est super cher parce que tu vas avoir 25 ou 30 mobs ouais. pas hyper originaux. Souvent, en plus, tu les as en double. Donc, est-ce que ce serait pas intéressant d'arrêter de s'emmerder avec les mobs et juste de faire des boîtes hyper, cool. comment dire, Juste des charismatiques? boîtes cool. Voilà, des boîtes cool. Non, mais tu peux avoir des boîtes cool qui ont un rôle tactique, qui est une unité. Tu peux avoir une boîte cool qui a un assortiment de figurines qui pourrait très bien fonctionner. Je fais un parallèle et je salue nos amis de Men in Bricks, qui est un autre podcast du label Bonus Tracks et qui parle de Lego. Pendant un temps, ils le font encore un petit peu maintenant, mais Lego faisait des boîtes quand ils sortaient une nouvelle thématique. Ils sortaient une boîte où il y avait les, je sais pas, 6, 7 figurines de cette thématique. Donc une nouvelle gamme de chevaliers arrive. Il y en a, ils ont un dragon, il y en a, ils ont un faucon. Bah, tu avais 3 mecs du dragon, 3 mecs du faucon, avec un petit équipement, des petites pièces un peu uniques, et tu t'avais la boîte. Alors, beaucoup de gens l'achetaient parce que c'était moins cher que d'acheter le château fort ou la catapulte ou que sais-je. Ouais, mais si t'as acheté le château fort et la catapulte, ça te permet d'habiller, de meubler, de rajouter des bonhommes. Exactement. Et du coup, moi, C'est j'aimerais un bien peu, avoir ce truc-là, quoi. Je me souviens quand on avait fait le podcast sur les Lego Star Wars, ils avaient sorti un espèce de. t'en Pour parlais, Outrider, ouais. Ouais, une boîte comme ça où c'était juste des troopers, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des battle packs. Voilà. Et ils ont fait avec les Mandaloriens, ils ont fait avec plein d'autres trucs. Et je pense que 40 000 aurait peut-être intérêt à se dire, bon, je comprends qu'on ne veuille pas le faire, tu sais, pour tout et pour nimp, mais ils ont commencé avec Space Marine Heroes. Tu vois, par exemple, c'est des blisters invisibles, enfin, tu connais pas la fille que Ouais. t'achètes, et ils ont tous beaucoup de gueule, c'est très cool. On les a pas beaucoup vus en Europe, première chose, c'est plutôt destiné au marché asiatique. Et deuxième chose, genre pourquoi on continuerait pas sur cette gamme et se dire, par exemple, Space Marine Heroes, personne s'est jamais demandé, c'est quoi les règles du Space Marine qui jette une grenade? Tu vois, Non. de la Tout même le manière. monde a pris son Space Marine au hasard. Ah, j'ai eu la grenade, t'as eu quoi? Moi, j'ai eu le bolter lourd. Ah, cool, voilà. Bah voilà, et du coup, je Et me c'est dis, plus des figurines que tu vas peindre pour l'expo, pour te faire plaisir, que pour. Ou alors, t'en as trouvé une qui te plaît, avec laquelle t'as un projet de conversion, mais c'est pas, tu vas pas acheter le bundle complet pour te dire j'ai une unité de Space Marine Heroes. ouais, bien sûr. Non, tu achèterais le bundle s'il y avait 5 figues et que peut-être il y en a ne serait-ce que 2 qui te plaisent et les 3 autres, elles sont tellement cool que tu les peindras quand même. Et tu pourras les aligner dans de futures armées parce que le Ranger Eldar, il aura un profil pour être joué en QG en Eldar, que le Rogue Trader, tu peux le mettre dans toutes les armées impériales, etc., etc. C'est pas compliqué, si on veut, de faire un peu une gamme comme, je sais pas, Lego tu vois, architecture. Où genre t'achètes ta petite boîte et tu montes ton petit truc, bah, et c'est juste pour être exposé. Là, ça pourrait être très bien être des gammes de figurines exposées. Alors après, encore une fois, attention, Games Workshop, est-ce que je vends des jeux, est-ce que je vends des figurines? Bon, moi je pense qu'ils vendent les deux, et je pense qu'ils ont une grosse communauté de gens qui jouent un peu, mais qui ont aussi besoin pour se jeter dans un jeu, corps et âme, d'un peu de ressources, tu vois. Et d'ailleurs, on voit... Est-ce que du coup, les figues Black Library sont pas là pour ça, tu vois? Bah, c'est les figues Black Library ou même les figurines anniversaires que je crois tu citais un peu plus tôt sont totalement dans ce délire. Et donc, moi je suis fan, et souvent c'est des figurines qui ont de la personnalité de ouf. Ce qui est un petit peu emmerdant, c'est que parfois, notamment pour la garde impériale, bah, c'est des figues dont on a besoin depuis des années, qui ressortent de manière exclusive.
on se les met pas sous la dent. Dispo pas longtemps, des fois. Et donc en fait, ça répond même pas aux gens qui voudraient cette figue pour leur armée, ni aux gens qui voudraient cette figue pour la convertir parce qu'elle a beaucoup de personnalité. Mais je pense qu'il y a une gamme un peu. Franchement, appelez ça, j'en sais rien, faut voir avec John Blanche, mais genre appelez ça Blanchitsu et vendez-nous des figues qui ont un look pas possible, genre le Navigateur, les figues de Blackstone Fortress, des trucs comme ça. Tu vois. Ouais, voilà. Un peu plus. Oui, un peu plus. Parlant que Blanchitsu. Non, mais c'est faisable. T'as fait du marketing pourtant, Thibaut. Mais oui, je sais, mais qui sait. Mais voilà. Après, je dis ça, d'un autre côté, je suis aussi le premier à encourager les gens à sortir, pas attendre d'une entreprise qu'elle fasse tout pour vous, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et puis, c'est pas forcément comme ça qu'on se fait nos meilleurs souvenirs. Faut aussi un peu essayer, convertir, bidouiller. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit tous les efforts qu'ils font, ils fournissent pas encore l'effort un petit peu ultime de se dire ah, on a fait ces figurines pour Blackstone Fortress, ce serait bien qu'elles ressortent. Non, il y a personne visiblement, tu vois, qui pousse pour que ce soit le cas, et c'est dommage. Surtout qu'il y a des systèmes de jeu qui pourraient les accueillir, et que même s'il y avait pas de système de jeu, j'aurais envie de dire putain, mais je voudrais que tout le monde peigne ses figues, quoi. T'as enfin, je veux dire, tu l'achètes avec des potes, t'as un pote qui a une armée taux, il va prendre le croûte, un mec qui a une armée garde impériale, il va convertir des trucs, enfin, tout le monde est content. Enfin, en vrai, je vois vraiment pas qu'est-ce qui les empêche de le faire, si ce n'est de dire, oh bon, on fait du marketing, pour le coup, en mode fear of missing out, si tu l'as pas eu, tu l'auras jamais, tu l'as dans l'os. Et c'est donc dommage. La prochaine fois que tu le voudras, tu sauras, tu l'achèteras des one. Et voilà. Par contre, bizarrement, pour nos amis, et j'ai rien contre eux, mais je veux dire, pour nos amis qui font du tournoi, là, il y a de la fille en veux-tu, en voilà. Quand elle sort, elle est craquée. 6 mois plus tard, faut en racheter une autre. Mais tu vois, et eux, là, ils continuent d'être alimentés, tu vois, genre ad nauseam, quoi. Et parce que, alors là, c'est hyper cynique ce que je veux dire. Est-ce que, en tant que boîte, tu préfères pas alimenter le public qui va dépenser 450 € pour spammer 25 fois la même figue, plutôt que alimenter les gens comme toi et moi qui vont acheter la figurine à 30 balles parce qu'elle est cool. Je sais pas combien on est, c'est ça le truc, effectivement. Mais c'est là où moi je suis. C'est de ma part de dire ça. Non, mais c'est aussi très réaliste parce que c'est comme ça qu'une boîte va raisonner à minima. Mais voilà, revenons à En tout cas, c'est comme ça que les mauvaises personnes dans la boîte vont raisonner. L'oncle. N'oublie pas. Peut-être. Il est comptable. C'est lui qui dit plus de Space Marine. Un nouveau kit de Space Marine. Le fameux oncle de James Workshop, effectivement, résonne comme ça. On a, je crois, un petit peu fait le tour. Je pense qu'on l'a vu parce qu'on a fait quand même pas mal d'épisodes où on parlait des Space Marines. Je pense que vous aurez compris qu'on les aime aussi, mais qu'il en faut un petit peu pour tout le monde, y compris pour la piraterie à Warhammer. Pour aller un petit peu plus loin, je pense qu'effectivement, on pourrait parler de Age of Sigmar. On va pas le faire ici, mais vous avez les Black Ark Corsair, vous avez récemment une unité, une bande pour Warhammer Underworld avec un ogre qui a des petits animaux et qui est très pirate. Très pirate. Il y a aussi les Caradrons, c'est un petit peu aussi côté flotte, navire marchand. Ils ont même le code d'honneur qui est, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est le code de la piraterie. Le code de la piraterie, ouais. Il y a aussi plusieurs fois été teasé dans des Battle Tom Caradron notamment des factions de pirates gobelins. De l'air, ouais. Des pirates de l'air gobelins, donc ça c'est 3 phrases de l'or, hein, mais moi ça me titille. Hein. Ouais, ça titille beaucoup de gens, je crois que tu n'es pas le seul. Et effectivement, il y a aussi les idonettes un peu de la même manière que les Drukhari, comme ça flirtent un peu avec la piraterie. Les idonettes qui sont les elfes de la mer, forcément évoquent un petit peu ça, même si ils n'ont pas de bateau, ils vont directement sur les monstres marins parce que c'est plus cool. Effectivement, il y a... Tu vois, alors, je connais pas vraiment en détail le lore des Age of Sigmar, mais j'ai l'impression que les figues, elles vont plus évoquer l'aspect visuel de la piraterie, là où Rogue Trader et les personnages dont on a parlé dans l'épisode évoquent plus la philosophie en fait des pirates et ce qu'est dans l'imaginaire collectif être un pirate, plutôt que juste avoir un bandana et une jambe de bois, quoi. Effectivement, il y a des trucs un peu plus caricaturaux à Warhammer 40 000. On pouvait aussi penser aux figurines de Inquisitor, qui est un jeu qui est sorti au début des années 2000 et qui a fait pas mal pour le côté grimdark de Warhammer 40 000, à ramener un petit peu de noirceur et de subtilité un petit peu dans les factions impériales. Donc l'Inquisition qui se tirait la bourre entre radicaux et puritains. Il y avait 2 figues assez laide de Rogue Trader. Les radicaux contre les puritains, tu sais que les deux ont tort. Oui, fait. Le nom des partis, tu sais qu'ils je sont pense pas du bon côté. Il est très bien choisi ce nom pour le coup. Merci Gaftorp, parce que c'est, je crois, lui qui est à l'origine de ce nom-là. Mais il y avait 2 figues de Rogue Trader, donc plus hautes. Hein, j'ai plus en tête le format. C'est quoi, du 58 mm. Ouais, 58 mm. Je n'étais plus sûr de la numérotation, mais effectivement, il y a eu du Rogue Trader. Bizarrement, pendant l'époque de Rogue Trader, il y avait des figurines en métal pirates humains.
ou non, ou vaguement Et humain. je tiens à préciser que les 2 Rogue Traders de Inquisitor ont des moustaches. Donc la théorie se vérifie. Et en revanche, elle ne se vérifiera pas pour Rogue Trader Warhammer 40 000 premier du nom, puisque effectivement, il y a des pirates, mais il n'y a pas de Rogue Trader. Il n'y a pas une figurine pour représenter le Rogue Trader, qui est un peu ce côté assez mystique. Mais en tout cas, il me semble, corrigez-moi si je me suis trompé dans mes recherches, mais c'est très Warhammer dans l'esprit où au début, même l'empereur par exemple, il n'y avait pas forcément de preuve que ce mec existait. C'était peut-être une création de toute pièce de l'Imperium pour tenir à travers les millénaires. Donc voilà, on vous laisse en compagnie de tous ces mystères. On les a pas tous élucidés, mais on espère avoir découvert les univers de Warhammer 40 000 à travers ces pirates, qu'ils soient chaotiques, xénos, humains et tout ça en même temps, vous a beaucoup plu. Ouais, JB, ça prouve qu'il y a de la nuance dans cet univers et qu'on peut y raconter des trucs moins bourrins que des Space Marines qui arrivent sur une planète et qui tuent tout le monde, quoi. effectivement, donc voilà, intéressez-vous un petit peu à cet aspect-là des choses. En tout cas, on espère que ce podcast assez enthousiaste, plutôt rythmé, peut-être parfois un peu difficile à suivre parce qu'on est vraiment rentré dans plusieurs époques de Warhammer 40 000 en même temps, vous aura plu. C'est la piraterie, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est un peu, bazar. oui, voilà, c'est un peu le bordel, mais je pense qu'on vous en accommoderez très bien. En tout cas, n'oubliez pas de nous envoyer des petites étoiles sur Apple Podcast, de bien sûr partager ce podcast sur les réseaux sociaux, d'en parler à vos amis qui aiment les Rogue Traders ou même Warhammer. Et d'aller faire un tour chez nos autres copains de Bonus Tracks qui ont tout un tas de contenus liés à la piraterie qui sortent cette semaine. Il y Ouais, a des podcasts sur One Piece, il y a des podcasts sur Pirates des Caraïbes. sur Black Sails, qu'est-ce qu'on a d'autre sur les Lego Pirates, bien entendu, puisqu'on parlait de Lego. Bon, il y a énormément de choses à vous mettre sous la dent. On espère d'ailleurs que ce genre de petit événement nous permettra, nous, en tant que Land Rider et peut-être Hot Rider, donc notre podcast Star Wars la prochaine fois, nous permettra en fait de l'utiliser un peu comme une excuse. En tout cas, c'était le deal pour cet épisode-là. On arrive très vite, on revient même très vite plutôt, avec un épisode sur Kill Team, qui, pour la petite anecdote, on a enregistré avant, mais on se dit, tiens, effectivement, il y a cette opportunité pirate. C'est l'occasion de parler d'un truc un peu plus niche dans l'univers de Warhammer 40 000, mais visiblement, vous avez pas mal réagi à l'annonce, donc j'espère que vous serez... Parce que je pense qu'un peu comme la première pub Rogue Trader, il y a beaucoup d'imaginaire autour de cette chose, tu vois, parce qu'on sait toujours pas vraiment ce que c'est. Oh. Et même nous, là, à la fin du podcast, on sait toujours pas vraiment ce que c'est, les Rogue Traders. Mais justement, du coup, on invite les gens à nous donner leur définition, à discuter, à nous présenter leurs Rogue Traders s'ils en ont, et puis voilà, continuer un petit peu notre discussion partout où vous allez, que ce soit aux confins de l'Imperium ou à l'intérieur de celui-ci. On vous fait des bisous et on vous dit à plus. Gros bisous, à bientôt. Ciao. Bonus. Trax.